Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. On me voit et c'est bon. Là, on est enfin là. On y arrive, tu vois. Comment ça va ? Bah très bien et toi ? Écoute, j'étais hyper content d'être ce matin, tu vois. Il faisait beau, je me suis dit bonne journée et je savais que j'allais passer un bon moment, tu vois. Très bien. Je sais pas pourquoi je le pressentais. Bon, j'espère que c'est pas que ça sera un plaisir partagé, tu vois, mais j'avais vraiment hâte de ce moment et puis j'ai pris beaucoup de plaisir, tu vois, à préparer un peu l'interview, à regarder un peu tout ce que tu faisais, à écouter les autres podcasts que tu avais enregistrés et tout. Donc non, j'étais super content. Bah merci de m'inviter, ça me fait plaisir aussi. Bah c'était sûr que je t'inviterai un jour. Et puis bah merci à toi pour ta réactivité, franchement d'ailleurs. Merci, ouais, bah ça me fait plaisir quand je suis invité pour des podcasts. Quand je peux parler, ça me fait vraiment plaisir, donc merci. Okay. C'est un format qui te plaît bien ? Ouais, j'aime bien discuter, c'est ce que je sais faire de mieux des fois, donc papoter, donc c'est cool. Et t'en écoutes aussi d'autres ? Enfin... Ça m'arrive quand j'ai le temps. Je suis plus musique que podcast, mais des fois quand j'ai le temps et que j'ai un long trajet, des fois j'en écoute. Ok. Bon, je te recommanderai quelques-uns qui sont sympas. Écoute, je suis hyper content de te recevoir. La première fois que j'avais entendu parler de ton nom, c'était avec, comme je te disais, avec Astrid Guyard, qui avait vendu la mèche, qui m'avait dit que tu étais dans ce fameux reportage qui a fait beaucoup de bruit. Enfin, j'aurais plein de questions pour savoir ce qu'il en est. Donc, il faut qu'on parle d'ailleurs. Faut que j'enlève le il sur Canal. Et c'est comme ça que je te découvre. Et super reportage sur effectivement le tabou. Comment tu le définirais toi ce reportage ? Il est sur quoi si tu devais dire ? Plus généralement, on dirait sur le lever du tabou sur l'homosexualité dans le sport. C'est vraiment le terme général. Corporate. C'est ça. Un peu institutionnel. Mais oui, mais on pourrait plus dire c'est un reportage où c'est 6 sportifs qui se livrent et qui s'ouvrent au monde, au public, pour expliquer qu'on est comme tout le monde et qu'on peut réussir comme tout le monde. Ouais. Et qu'on peut être soi-même aussi dans le sport. C'est ça. Ouais. Bah, tu vois, c'est un peu un des trucs qui m'a marqué, c'est que effectivement les autres athlètes, hormis toi, c'était très peu public. En tout cas, Astrid, Céline, c'était très caché. Jérémy aussi, un peu. Oui, bah après, je pense qu'on est des sportifs qui vivent des générations totalement différentes. Parce que j'étais le plus jeune avec Amandine. Ouais. Sauf qu'Amandine avait déjà plus de notoriété, et était beaucoup plus publique que moi, donc elle a vraiment baqué toute sa vie privée justement pour se protéger, pour pas avoir de problème. Et moi, je vis vraiment dans la génération qui, ça y est, veut s'assumer, veut s'imposer, veut montrer qu'on peut être soi-même, et du coup, je pense que c'était peut-être plus facile pour moi.
parce que j'ai vécu dans cette génération, on a appris à vivre avec ça. Ouais, alors que tu sentais que effectivement Astrid ou Amandine, elles en avaient jamais parlé publiquement, quoi. C'était ça devait être puissant pour elles, quoi. Ça devait être puissant pour elles. Bah je peux pas comprendre parce que j'ai pas vécu la même histoire qu'elles, mais du coup je les admire tellement parce que je sais que déjà moi ça a été dur il y a à peine 5 ans quand j'ai dû m'assumer, mais alors elles il y a 10 ans quand c'était vraiment l'adolescence et que c'était le plus dur, quoi. Ouais, j'imagine. Comment ça se passe l'organisation d'un tel reportage, tu vois, on peut presque penser qu'on peut être un peu saoulé, genre d'avoir un journaliste qui vient te voir ou qui dit tiens, j'ai envie de parler de ta vie privée, et bon, après il te le présente avec un bel angle, tu vois, mais oui, ils sont malins, Lies et Arnaud, je leur fais un petit coucou. Donc ils sont arrivés, ils m'ont envoyé un petit message. Ils avaient un projet avec des guillemets pour moi, et c'était de la part de Canal+, donc j'ai dit oh, intéressant, Canal+, un projet pour moi. Je suis une star enfin. Et finalement, il m'a appelé, on a discuté de ça, il m'a dit que ça pouvait être bien pour le monde du sport, pour faire avancer les choses, faire bouger les lignes. Et moi, j'ai toujours voulu me sentir utile, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice dans la vie. Et c'était pile au moment dans ma vie où je me suis dit allez, faut se lancer dans quelque chose, faut aider une association, quelque chose, mais t'as besoin d'être là et d'être utile et de faire quelque chose, c'est important. Et donc ils arrivaient pile au bon moment. Donc j'ai tout de suite dit oui. Mais je me suis laissé 48 heures pour réfléchir parce que quand j'ai dit oui, j'ai dit allez, c'est parti, on y va, on fonce, on va être un héros. Mais après je me suis dit dans ces 48 heures, c'est ta vie privée, c'est ton intimité, va falloir la montrer à tout le monde. Même si tu t'assumes, il faut quand même montrer une part de ta vie et de ce que tu veux pas montrer aux autres. Et c'est quelque chose qui m'avait toujours fait peur parce que moi j'ai toujours voulu garder souvent on dit pour vivre heureux faut vivre caché, et moi j'aimais bien ce côté où pas tout le monde pouvait tout savoir et j'étais bien dans mon coin. Du coup pendant 48 heures j'ai un peu ruminé, j'ai un peu pensé, j'étais un peu vaseux pendant 2 jours parce que ça me prenait toute mon énergie. Et j'ai discuté avec mes amis, ma famille, mon copain, j'ai discuté de beaucoup de choses. Et là j'ai dit bon allez, on se lance, quoi. C'est important. Parce que du coup, ça se trouve, il y a un petit Kevin qui fait du patinage, de la danse, du volleyball, n'importe quel sport, et qui a besoin que je parle pour l'aider. Donc 48 heures après, j'ai renvoyé un petit message à Lies et Arnaud, et je leur ai dit, pour moi c'est tout ok, vous pouvez compter sur moi. Donc là, c'est parti. On a fait les premières interviews, donc au début, c'était vraiment du papotage, du blabla, où on discutait pour apprendre à se connaître, parce que j'allais leur livrer ma vie, donc il fallait que je me sente en confiance avec eux, parce que sinon ça pouvait pas bien se passer. Et Lies et Arnaud sont 2 personnes adorables, la main sur le cœur. Ils sont incroyables, ils sont passionnés, c'est des gens tellement gentils que impossible de dire non pour ce genre de projet avec eux. Et le petit truc, c'était un projet top secret pour que ça fasse le plus de bruit possible quand ça allait sortir. Bien sûr. Du coup, le jour où on a fait les premières interviews, j'étais un peu curieux. J'ai dit, c'est qui les autres sportifs? Histoire que je me sente moins seul, du coup. Parce que là, on se sent seul à ce moment quand il faut affronter la caméra et parler. Ouais, tu t'as pas rencontré les autres athlètes. C'est ça. Tu sais pas trop qui il y a. Exactement. Ça reste flou aussi, tu vois, le style qu'ils vont donner. Exactement. Tu sais pas ce que ça va rendre à l'image après, comment ça va être et tout. Donc, j'ai dit, c'est qui les autres sportifs? Et ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit, c'est top secret. On peut pas en parler. Il y a que l'équipe caméraman, les 2 journalistes et Canal qui savent qui sont les sportifs. Ok. Je n'ai rien su. Ok. Donc là, on fait... alors, c'est flou dans ma tête, le temps, mais je pense qu'on a fait à peu près octobre, novembre, décembre, je sais plus quelle année, 2020. Ouais. C'est sorti en 2021, le documentaire. Si ma mémoire est bonne, oui. On a fait... juin 2021. C'est ça, donc le on a 6 fait juin, je crois. Octobre à décembre 2020, les interviews. Okay. Et ensuite, on a fait quelques images janvier, février, mars. Et après, voilà, c'est sorti en juin. Donc quand les images, pour moi, moi, ça s'est terminé très tôt parce que j'étais un des premiers à avoir eu des interviews et à finir. Ok. Du coup, il y a eu beaucoup de temps entre la fin de mes interviews et la sortie du documentaire. Ouais. Donc moi, dans ma tête, ça avait
disparu. Je ne me rappelais plus que j'avais fait ça. Ok. Donc, une semaine avant le documentaire, je reçois un message en me disant, bon, bah, la sortie du documentaire est dans une semaine, c'est parti. Ok. Et là, j'ai fait, oh! Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait une interview, que j'ai parlé, que j'ai dit des choses sur moi. Et là, à ce moment-là, je me rendais pas compte que ma voix et la voix des autres sportifs allaient avoir de l'importance et que ça allait être aussi fort. Pour moi, c'était un documentaire, donc voilà. Ok. Et j'ai pas stressé, pas du tout. Sauf 2 heures avant que le documentaire sorte. Toi, tu l'avais pas vu à ce moment-là. On l'avait toujours pas vu. Les sportifs avaient reçu, on avait tous reçu dans les 24 heures un lien pour le regarder en avance, justement pour pas se prendre le direct d'un coup de plein fouet. Et moi, j'avais toujours pas regardé, je voulais pas trop. Et là, j'étais en sueur toute la journée. J'étais avec mon copain et ma meilleure amie dans les rues de Paris. Parce que je voulais vraiment le regarder en direct, mais pas tout seul. Je voulais qu'il y ait des gens sur qui je puisse m'appuyer. Et là, ça a été dur. J'ai transpiré toute la journée. J'étais plein d'angoisse. J'étais vif comme de l'eau de vaisselle. C'était vraiment... Et j'étais méchant. J'étais mauvais. On me posait une question. J'avais pas envie de répondre. C'était pas ma journée, hein. J'étais vraiment stressé. Une bonne journée de stress. Et 1 heure avant le documentaire, mon copain et ma meilleure amie me disent, bah, on va attendre quand même que ça sorte en direct. Et j'ai dit non, je veux le regarder maintenant. Pour pas me prendre, comme j'ai dit, de plein fouet le direct. Okay. Et donc je l'ai regardé. J'ai bien pleuré tout le documentaire parce que les musiques, la façon dont ça a été tourné, les images. J'ai pu découvrir les autres sportifs aussi. Et ça m'a beaucoup touché. Parce qu'à chaque fois que je voyais une nouvelle tête, je me mettais à pleurer. J'ai entendu du coup la voix de Lies et Arnaud durant le documentaire, ce qui m'a refait pleurer parce que je me suis remémoré l'interview. Ensuite, j'ai parlé de ma vie, donc je me suis revu moi parler de ma vie, donc moi ça m'a fait encore plus pleurer. Donc j'ai passé une bonne heure à pleurer devant ma télé. Et ensuite, c'est là que j'ai commencé à recevoir les messages des sportifs et c'est Lies et Arnaud qu'on crée un groupe WhatsApp avec nous 6 sportifs et les 2. Donc maintenant on est un petit groupe d'amis qui s'écrit de temps en temps. On suit les exploits des autres. La vie des autres. À chaque anniversaire, on s'envoie un petit message. On s'envoie des petites nouvelles. Ça fait plaisir. Cool. Je sais que c'est des personnes sur qui je peux compter maintenant, donc. Je suis content d'avoir croisé leur chemin. Ouais, j'imagine, ouais. En tout cas, bravo à tout ce petit groupe, tu vois, parce que c'est vrai que. Merci. Ça a pas forcément eu. Enfin, c'était une des questions que j'avais, tu vois, c'était quelle résonance toi t'as eu compris dans les différents écosystèmes que tu connais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau. Ça les a touchés. Ça a été très viral chez eux. Tu vois, dans des sphères comme celle de l'INSEP ou dans les crêpes, tu vois. Ça a parlé, ça a fait réfléchir. Peut-être peu plus grand public et peut-être pas beaucoup non plus en tout cas, moi, dans les sphères gays que je connais, pas beaucoup, tu vois. Donc, je sais pas si toi, ça a eu un impact autour de toi, j'imagine. Je pense que ça a dû oui, j'ai donné une nouvelle notoriété, je pense. L'impact a été très fort dans le monde du sport, vraiment très très fort, parce qu'il y a eu beaucoup de médias qui ont relayé l'info, surtout les médias sportifs, beaucoup d'athlètes de haut niveau, des athlètes retraités, des jeunes athlètes, même des athlètes qui sont pas du tout de haut niveau. Ça a été entendu par beaucoup. J'ai reçu, pour ma part, mais je sais que pour les autres sportifs, on a reçu à peu près tous pareil, on a reçu une vague d'amour, mais qui nous est tombée dessus. Vraiment de soutien et d'amour comme jamais je n'ai eu dans ma vie. Okay. Des centaines et des centaines et des centaines de messages pour nous dire merci, pour nous dire bravo. Des témoignages, il y en avait aussi qui étaient pas du tout assumés, qui nous ont dit que grâce à nous, ils avaient envie de vivre leur vie pleinement grâce à nous. Donc ça m'a touché encore plus. J'avais des demandes de conseils parce que certains avaient peur, que ce soit des sportifs, des non-sportifs. J'avais même des personnes qui étaient parce que la catégorie LGBT plus elle est vraiment très large, et j'avais des personnes qui étaient pas seulement gays, bi, lesbiennes, qui m'ont envoyé des messages, des conseils, et vraiment ça touchait énormément de monde. Ça a été bien. Le seul petit truc
qu'on pourrait appeler ça un bémol, c'est dommage que les grandes chaînes n'aient pas pu le relayer un peu plus, vu que ça appartient à Canal+. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage. On a eu la chance que Canal l'ait diffusé en clair quelques temps après. Donc ça a été vraiment bien. Il est retrouvable en clair maintenant? Là, j'ai pas regardé. Parce que moi, j'ai les accès MyCanal. Du coup, tu vois, quand je préparais l'interview, je l'ai regardé comme ça. Ok. J'ai pas pensé à regarder voir s'il était trouvable, mais en tout cas. Je sais pas du tout parce que moi j'ai un lien Vimeo, je crois, si c'est bien l'application. Donc je peux le regarder quand je veux. Ouais. Mais d'ailleurs, ça fait un bail que j'ai pas ouvert ce truc, donc je sais pas du tout si le lien marche encore. Mais écoute, j'essaierai de retrouver un lien dispo, s'il y a un lien dispo. En tout cas, je le mettrai en. Mais normalement, il devrait être sur MyCanal à coup sûr. Ouais, c'est sûr. Je mettrai ce lien là, ouais, aussi. Donc, ouais, ça t'a changé la vie? Alors changer la vie, je sais pas parce que je vis toujours ma petite vie de Kevin et Moz, mais ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a fait grandir. J'ai appris beaucoup. Comme j'ai dit à beaucoup, c'est on va mettre des guillemets sur ce mot, mon coming out que j'ai fait il y a 5 ans, j'ai vraiment mis un pansement sur une blessure pour me sentir mieux. Mais après, j'ai gardé ce pansement pendant des années, et ce documentaire, ça m'a fait retirer le pansement et montrer la cicatrice au grand jour et être fier de cette cicatrice. Donc j'avais plus peur de ma blessure, et là, ça allait beaucoup mieux. C'est comme ça que je l'ai ressenti, ce documentaire. C'est toujours une blessure, un coming out, selon toi? Oui, ça peut laisser des séquelles, mais je sais que maintenant, c'est une cicatrice que je fais même plus attention. Ouais. Ça fait partie de moi, et même plus je me dis, ah oui, un jour j'ai fait ça dans ma vie. Je reste la même personne, je vis comme tout le monde, et ouais, j'y pense même plus. Ouais. Alors qu'à mon adolescence, comme je l'ai dit dans le documentaire, je me levais tous les matins avec le poids du monde de me dire que je suis homosexuel, et ça c'est... J'avais l'impression que c'était une fatalité, et aujourd'hui maintenant je me lève et j'y pense même plus. Ouais. Et tu vois, moi c'est un truc qui m'a marqué en regardant le documentaire, c'est que à quel point on pousse des enfants, des ados qui sont en quête d'identité à cacher leur identité, quoi. Ouais. Tu vois, et ça c'est un gros sujet sur lequel j'interpelle et je m'interpelle moi, et je me dis voilà, j'ai 2 fils, si tu vois, moi je suis complètement libéré par rapport à ça, mais tu sais, tu peux toujours tu reproduis un peu aussi ce que tes parents ont fait. Moi mes parents, voilà, ils sont hétéros par génération et génération, donc j'ai pas du tout envie de reproduire certaines choses, et en fait je me dis qu'il faut maximum que, tu vois, mes enfants n'aient pas, tu vois, à cacher ou à avoir peur du reproche de montrer quelque chose de différent, quoi, tu vois. Donc vas-y, ouais, excuse-moi. Non, ouais, bah je t'écoutais, mais exactement, c'est maintenant on vit dans une génération où faut apprendre, et faut faire en sorte que les nouvelles générations ne puissent pas juger l'autre. Ça, c'est le plus important. Et moi, je sais que déjà, je suis dans un sport à jugement constant, et ça me fout le doute en permanence. Mais du coup, de porter ce poids encore plus sur moi, bah, c'était... j'avais l'impression qu'on pouvait me juger, me piquer et me toucher encore plus profond que les autres. Je me sentais encore plus vulnérable. Ouais, mais c'est vrai qu'on peut juger ta personne, ton travail, tes performances. C'est ça, alors que justement, quand je suis sur glace, on est censé juger que ma performance. Et moi, j'avais ce sentiment qu'en fait on me jugeait pas sur ma performance, mais on me jugeait moi directement, et ça c'est le plus dur. Ok. Il y a de la discrimination dans le patinage là-dessus? Oui. Ouais, vas-y. Oui. Finis ta question. Bah en fait j'y pense à chaque fois que j'ai un sport de jugement, j'y pense. Notamment parce que j'ai interviewé Laura Auger qui fait de la danse, qui fait de la natation synchronisée, et qui elle me disait que sa plus grosse discrimination, c'est qu'elle avait pas des jambes assez élancées, tu vois, et que du coup elle aurait jamais pu être championne olympique, elle aurait jamais pu être championne du monde, parce que ses critères de beauté ne rentraient pas aux critères de beauté du sport, tu vois. Et quand elle m'a dit ça, tu vois, j'ai eu un espèce de ça m'a mis une claque pour elle, quoi, de me dire mais être consciente de ça, tu vois. Je me dis mais ton sport il est trop injuste, en fait. C'est ça.
En soi, un sport à jugement, ça part pas d'un si bon principe que ça, hein. Parce qu'en fait, on juge une personne directement, quoi. C'est pas un si bon principe que ça, les sports de jugement. Comparé au 100 mètres, le 100 mètres, on appuie sur le chrono et dans 9 secondes et demie, on sait qui est champion, hein. Que là, quand on monte sur glace sur un sport de jugement ou natation synchronisée ou carrément de danse ou de gym, bah là, il y a toujours un doute qui plane et on sait pas trop. Et donc il y a de la discrimination. Oui. Dans le patinage. Le patinage est fait pour que les femmes soient très féminines et que les hommes soient très très virils, machos. Il y a un hyper virilisme, si ça existe ce mot. C'est pas grave, en tout cas on l'invente. Hyper machisme. Tout le monde a compris. La femme doit être la plus belle, la plus fine, avec des traits très fins, des longs bras, des longues jambes, pas un pet qui dépasse. Faut qu'on soit parfait, faut que l'homme soit carré, fort, musclé. Il faut que l'interprétation sur glace de tout ça se ressorte. Et du coup, on a eu le très bel exemple de Gabi et Guillaume avec un juge russe. Comme par hasard, l'année olympique, ils étaient vraiment en rival avec les Russes. Et à ce moment-là, le juge russe a dit, mais vu que Guillaume est homosexuel, on ressent pas la connexion entre les deux. On peut pas faire ça. Un homme, une femme, c'est fait pour être ensemble et il faut qu'on ressente la connexion sur glace. Et Gabi et Guillaume l'ont bien montré que, il y a plusieurs formes d'amour et qu'il n'y a pas besoin d'être hétéro sur glace pour décrire une forme d'amour. Il y a l'amitié, il y a l'amour du patinage. Et eux, ils rentrent dans un personnage et ils arrivent à montrer tout ça. Et du coup, ça, c'était de l'homophobie volontaire et volant, c'était direct de la discrimination, surtout venant d'un juge. Le juge doit être impartial, il doit juger notre technique, notre artistique. Il n'est pas là pour juger la personne qui est en train de patiner. Donc quand on se dit qu'on a des juges qui disent ça, il doit pas être tout seul, quoi. Donc des fois ça fait un peu peur et quand je me dis c'est un peu général ce que je vais dire, mais vraiment des fois c'est un peu la guerre froide, hein. Quand j'arrive dans un panel et que je vois c'est que des juges de l'Europe de l'Est, je me dis oui, mes scores vont pas monter. Je me dis en face de moi j'ai un Russe, un Biélorusse, tu sais que d'avant ça va peut-être être un peu. Oh non, là ça va un peu. Du coup ils le savent, ils savent sur toi. Oui, j'ai reçu. Après ils s'en doutent. Il y en a beaucoup qui s'en doutent, mais j'ai quand même reçu des messages. Les seuls messages, alors ça va vraiment avec l'actualité. Moi j'ai beaucoup d'amis russes, j'ai rien contre eux. Mais malheureusement, c'est un pays où la gouvernance est très très fermée, c'est très dur pour eux. C'est vraiment dur, je m'en excuse pour eux. Et j'ai reçu les seuls messages que j'ai reçus de haine, c'était moins de 10 messages que j'ai reçus après le documentaire. Et 3/4 étaient en russe. Où c'était des fans russes qui ne m'aimaient pas et donc ils sont servis de ça pour venir me piquer directement. En me disant que j'étais une erreur. Je méritais pas d'être sur Terre, mais ça c'est des trucs qui m'ont même pas touché, ça m'est passé à 100 000. Je me suis dit, c'est des fans qui m'aiment pas, c'est des Russes. J'ai dit, vous avez zéro crédibilité à mes yeux. Donc là, ça m'a même pas touché. Et on m'a dit, maintenant que tu t'assumes publiquement, t'auras jamais des bons scores, donc. Et c'est des gens qui savaient pas avant. Et le fait que tu leur dévoiles ça. Ah oui, ça a changé. Ça les a switché. Ça a changé mon patinage, quoi. Mais ça se trouve, c'était des fans, comme j'ai dit, de patinage qui m'aimaient pas du tout de base. Ils se sont dit, bon, allez, on en profite, on va l'attaquer, ça va le déstabiliser. Truc de dingue, quoi. Genre. C'est la guerre froide, en fait. Ah oui, mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quand je vois dans le panel, il y a genre un juge français, un juge américain, et de l'autre côté, il y a le juge chinois, le juge russe. Là, tu te dis, oh, on sait qui va mettre les bons scores et on sait qui va pas m'en mettre, quoi. Ok. Et ça se voit concrètement? Tu vas sans regarder le détail des scores. Il y avait qui là à Pékin? Non, à Pékin, j'ai vraiment pas regardé qui était dans mon panel de juges parce que justement, le but du patinage, c'est aussi de faire en sorte qu'on ne pense pas à qui est son juge. Parce que si on monte sur glace en regardant qui est son juge, en se disant, oh purée, j'ai que des juges que j'aime pas du tout. Alors parce que tu les connais tous en plus. Là, oui, ça sert à. C'est tous les mêmes. Alors des fois, on les connaît pas tous parce qu'il y a beaucoup de juges, mais souvent c'est les mêmes petites têtes qui reviennent. Mais si on monte sur glace en se disant, c'est quel juge, les juges ne m'aiment pas, c'est vraiment un truc qu'on apprend très jeune dans le patinage. Il faut pas penser à, les juges sont méchants.
Ouais. Les juges, ils sont là pour juger ta technique de patinage, ton artistique. Donc, faut vraiment pas rentrer sur glace en pensant à ça, sinon ça sert absolument à rien de faire du patinage, quoi. Bien sûr, ouais. Va faire un sport où c'est un chrono et là, t'auras plus à penser à ça. Donc, moi, quand je rentre sur glace, maintenant, je pense plus, qui est mon juge. Bien sûr, à la fin de la compétition, je vais regarder mon protocole. On appelle ça un protocole. Donc, c'est une petite feuille où on voit les 10 juges et les notes qu'ils nous ont mis. Ouais. Détaillées. Justement, on a changé de système parce qu'avant, le système, c'était vraiment les pancartes de 6-1, 6-2, 5-3, machin. Et là, donc c'était vraiment directement le français, t'as mis ça. Le japonais, t'as mis ça. Okay. Le coréen, t'as mis ça. Et avant, c'était vraiment... Ça marchait comme ça. Et ouais, puis il lève une carte à un moment donné, et puis c'est enregistré, et puis c'est tout, quoi. Enfin, oui, après, ça passe. Parce que là, on a changé de règlement en 2006, on a changé de méthode de jugement, et maintenant les éléments valent un certain nombre de points. Tout est vraiment très réglementé, et depuis 2006, on fait que d'évoluer, de changer les règlements justement pour éviter qu'il y ait des discriminations, des erreurs d'arbitrage. Ouais. Passage d'argent sous la table. On essaye que le sport soit pur à ce moment-là. Donc normalement, aujourd'hui, on a moins de petits soucis comme avant. Ouais. Comme l'histoire de Salt Lake en 2002. Tu veux la raconter? Oui et non, c'est on va dire que certains juges ont été payés pour donner des certains scores, pour que certaines personnes gagnent. C'était très compliqué, cette affaire de Salt Lake, qui tourne encore. Il y a beaucoup de documentaires sur Netflix qui sont très intéressants, si vous voulez aller voir. Je fais un peu de pub pour Netflix, désolé. Mais, ils sont très intéressants pour... ils sont très très bons en reportage sportif, donc pour l'histoire du sport. Et non, ouais, maintenant mon sport est censé être beaucoup mieux. C'est le reportage sur les arnaques, hein, qui est dans le ça. sport, les tricheurs. Bon, je mettrai le lien aussi, mais ouais, il est excellent. C'est ça. Donc ouais, après il y a aussi les histoires de dopage, il y a beaucoup de choses qui tournent en ce moment, donc moi j'attends qu'une chose, c'est que le sport devienne pur et que ce soit un endroit de paix et qu'on soit là pour performer. Ouais. Et c'est quel type de dopage d'ailleurs qu'il y a? C'est du dopage pour la concentration? Pas forcément, je pense. Alors moi, je suis pas trop dans le dopage, je sais pas trop ce qui se fait de mieux. Hein. Je vais pas faire genre je m'y connais, sinon les gens vont se poser un doute sur moi. C'est pas le but. Non, mais après on peut très bien, tu vois, moi je m'y connais très bien. Je pense qu'il y a dopage de bodybuilding, en dopage de cyclisme aussi. Je pourrais presque te sortir un protocole complet pour un athlète, alors que j'en ai jamais acheté, j'en ai jamais pris. Ouais. C'est juste à un moment donné, je m'y suis beaucoup intéressé parce que je voulais comprendre en fait. Là aussi, il y a un très bon reportage sur. J'ai pas le nom, j'ai plus vraiment le nom. C'est un journaliste qui va voir un pharmacien, je crois, ou quelqu'un d'un laboratoire russe pour devenir dopé, pour réussir dans le cyclisme, pour prouver qu'il faut être dopé pour réussir dans le cyclisme. Et que finalement il arrive à dire à ce mec de laboratoire de parler justement pour dire que c'est lui qui dope machin chose, et on atterrit sur l'histoire de Sochi, où c'est là l'histoire du dopage à Sochi qui était vraiment organisé et que c'était tout contrôlé depuis le gouvernement, quoi. Ouais. Et ça fait froid dans le dos, ouais. Oui, ça fait t'es où là? Mais du coup, oui, je pense dans le patinage, le dopage qui peut tourner le plus, c'est vraiment pour les enfants, parce que là, on a des catégories normalement seniors où c'est des femmes, on appelle ça une catégorie femmes, mais c'est vraiment des très très jeunes filles, quoi. Ouais. Elles ont entre 13 et 16 ans et elles prennent sûrement des pilules pour pas grandir, pour pas grossir, comme la petite Russe, à ce qui paraît, ce qu'elle a pris comme produit, c'était quelque chose qui aidait le cœur. Donc du coup, elle était plus performante niveau cardio, quoi. Ouais. Donc ça aide pas à la performance directe. Mais du coup, si elle prend ça, ça aide à la performance à l'entraînement. Quand t'es plus performant à l'entraînement, bah tu peux tourner comme un avion. Tu fais beaucoup plus de répétitions. Tu répètes plus. Ouais. T'es beaucoup plus fort, parce que moi, je vais prendre un exemple bidon, au bout de 50 sauts, bah ça y est, moi j'ai fini mon entraînement, quoi. Je suis KO, alors qu'elle, au bout de 100, bah du coup, elle est encore en pleine forme, quoi. Et plus tu répètes, plus tu peux réussir. Bien sûr. Donc ça aide la performance indirecte, mais c'est quand même du dopage. Ouais. Et non, mais ça c'est clair, c'est évident, tu vois, même tout ce qui peut aider à
à ta récupération. Toi, je crois que tu t'entraînes quoi, 4 à 5 heures, tu passes 4 à 5 heures par jour sur la glace? Les grosses journées? Mes journées, elles sont très simples, très simples. Je commence entre 8 et 9 heures, j'ai 1 heure de glace. Ouais. Ensuite, j'ai une petite pause de 30 minutes. J'ai une séance au sol de 30 minutes où je fais genre du spécifique, des rotations au sol, des placements de sauts, des placements de bras, des placements de jambes, des sauts. On a de la centrifugeuse et du harnais. Alors la centrifugeuse, c'est une petite machine où on se met dessus et ça nous fait tourner. On perd un peu le tournis, ça nous perd la tête. Donc ça nous aide vraiment à je savais pas ça. à l'espace. Je te montrerai peut-être une petite vidéo après si tu veux mettre un lien de. Du coup on est dessus, on tourne et du coup ça nous apprend le repère dans l'espace quand on fait des rotations. Ensuite on a le harnais, donc on a vraiment un harnais qui nous passe sous les bras et c'est accroché à une ficelle au plafond et il y a le coach qui a lui la ficelle dans ses mains et il tire et ça va nous soulever. J'ai vu avec des petites filles quand elles s'entraînent aussi, tu peux faire avec une genre de canne à pêche. Exactement, j'ai la canne à pêche sur glace. Donc on a ça aussi, ça aide quand on est jeune à vraiment pour finaliser le saut quand il est presque là, presque prêt, parce que quand on est petit, on nous dit allez va faire un double loot. Et le double loot, il est pas trop bien réussi. Mais là, on commence à sentir que le petit commence à y arriver et va l'atterrir sur un pied. Donc là, c'est le moment de sortir la canne à pêche et de lui faire 2-3 avec la canne à pêche. Comme ça, il l'atterrit nickel et lui, son corps, il peut sentir ce qu'il fait. Et ça va l'aider à comprendre ce que le corps fait pour atterrir sur un pied d'un double loot. Donc moi, des fois, pour les quads, je le fais... Des fois, quand je suis vraiment fatigué, mais il faut absolument faire plusieurs quads dans la journée, des fois, on sort la canne à pêche et en fin de journée, on fait... 3-4 quads à la canne à pêche justement pour que mon corps prenne l'habitude du mouvement parfait. Ok. Et des fois c'est pas trop une aide du coach parce que des fois on a l'impression que c'est le coach qui soulève vraiment. Mais du coup moi mon coach il m'a dit toi je te soulève pas, c'est vraiment presque mental cette canne à pêche. Elle t'aide à te sentir genre bien et sécurisé et ça passe tout seul. Pour les petits, c'est vraiment le coach qui lève vers le haut, mais pour toi, c'est plus, ça maintient un équilibre aussi ou ça... souvent, moi, des fois, ça joue sur le mental. Du coup, moi, je me dis, ça me fait une petite sécurité et des fois, je pars serein, je pense même pas que j'ai la canne à pêche au-dessus de moi, quoi. Ok. Donc t'as ta première heure le matin, ensuite t'as une petite séance de 30-40 minutes au sol, ensuite j'ai une autre heure sur glace. Ensuite, j'ai une autre pause où là, je mange un peu et là, j'ai 1 heure sur glace. Ensuite, dès que j'ai fini, j'ai souvent soit de la préparation physique, donc on peut tourner cardio, renfo musculaire, ça peut aller jusqu'au yoga, de la danse, du stretching. Donc ça, tous les jours, ça change. Et ensuite, j'ai mon heure avec le kiné. Et souvent, je me réétire le soir parce que sinon, le matin, quand je me lève... Vous me voyez plus. T'es tout bloqué. Ouais, c'est ça. Mais j'imagine, tu dois avoir... Donc mes journées, elles sont très longues. Enfin, très longues. Ça fait presque du 8h, 17h. Ouais. On a l'impression que c'est long, mais souvent ça fait des petits fragments tout partout. Et mes entraînements durent toute la journée. Ouais. Ok. Ouais, donc c'est vachement étalé dans le temps et t'as plein de petites séances qui sont adaptées au... Très spécifiques. Par exemple, j'ai les 3 séances sur glace. La première, ça serait une séance vraiment basique par rapport à la glisse. Le basique de la glisse, la pureté de la glisse, revoir les chorés, on revoit les programmes que je suis en train de faire. Donc ça, c'est 1 heure vraiment où on travaille sur ça. C'est très important. La deuxième, ça sera plus une séance, soit des programmes, soit techniques. Donc la séance qui peut être programme, là, ça sera vraiment bateau. C'est pas la séance la plus fun. C'est là où on met la musique du programme, on répète et on répète et on répète. Et là, on travaille le cardio sur glace. Et là, c'est pas, comme j'ai dit, le plus fun. C'est même très très dur. Et ensuite, que ce soit la 2 ou la 3e séance, comme j'ai dit, la séance technique, là c'est vraiment une répétition de technique au max, on répète et on répète. Là c'est un peu moins difficile que la séance cardio, mais c'est vraiment de la répétition, du bâchage de technique, de saut. Et y a pas une lassitude qui se crée dans l'entraînement de refaire je sais pas combien de fois, imaginons pour les jeux là, on prend l'exemple concret des jeux. T'as explosé de joie d'ailleurs au moment de l'annonce des résultats. Je crois sur nous. C'était fun quand j'ai vu les scores. Et c'était pas ton record perso, tu vois. T'as fait 93, c'est très bon, mais c'est très bon 93, mais je vais pas dire très bon parce que je peux faire plus. C'est bien. 93 c'est bien, mais à se dire que 93 en 2000, je crois en 2006. 93, je suis premier du programme court aux Jeux Olympiques. Et là, je suis 10e.
si ma mémoire est bonne par rapport au score en 2006. Waouh, ok. Donc déjà on voit qu'entre 2006 et 2022, il y a vraiment un step qui s'est fait, et 93 j'étais très content parce que ma saison, comme on a dit, était catastrophique niveau blessure, donc ça m'a vraiment empêché de patiner. Mais 93 j'étais très content, je fais un presque sans faute. Sur la vidéo on dirait que je fais un sans faute, mais il manque un tour en l'air dans un saut, donc ça me vaut presque 10 points. Ah ouais. 10 points, on rajoute presque 10 points à ma performance. Là je rentre dans le top 4 des Jeux Olympiques, donc je m'en voulais énormément. Qu'est-ce qui fait qu'il te manque un tour en haut? C'était toi au moment de le lancer. Alors là, c'était tout dans ma tête. Tout dans ma tête. J'avais peur. Donc je fais le premier élément, je fais un quadruple boucle piqué, triple boucle piqué en combinaison. Donc c'est 4 tours en l'air, je ratterris, je refais directement 3 tours en l'air. Donc là, c'était assez compliqué pour moi. Je le réussis. Je me dis, la difficulté, elle est finie. Ça y est, tu peux un peu te détendre. Le programme est bien parti. Et là, deuxième élément, c'est un quadruple salco. Je pars, mais dans ma tête, j'avais extrêmement peur parce que j'ai jamais fait de salco en compétition, de quadruple salco. J'ai jamais réussi. J'ai jamais vraiment tenté. Donc c'était vraiment un truc très nouveau, mais je voulais absolument faire de la grosse technique pour monter le plus haut dans le classement au jeu. Et mentalement, j'ai lâché, et en l'air dans le saut. Alors un saut, ça dure une fraction de seconde, hein. C'est, on saute, on atterrit. Hop. Ça se passe comme ça, et entre temps, on a fait les 4 tours. Et en l'air, je me rappelle de la position de tous les membres de mon corps. Du bout des pieds à ma tête. J'ai tout senti. En passant par les épaules, le cou, le bassin, le dos. J'ai tout senti. Et en l'air, je me suis dit, on part pas sur 4 tours. Si tu pars sur 4 tours, tu vas tomber. Et si tu tombes, tu prends -1 sur la note finale. Tu prends des GOE négatifs. Les GOE, c'est le petit bonus qu'on accorde à un élément quand il est bien réussi. S'il est raté, on prend des GOE négatifs. Ok. Donc là, ton élément qui vaut un quadruple salco, ça vaut aux alentours entre 8 et 12 points. Là, du coup, on va dire 10. GOE négatif, déjà on enlève 1 point, ça vaut 9. GOE négatif, on enlève 4 points, ça vaut plus rien, quoi. Ça vaut 4 points et demi. La note artistique, elle va être dégueu, parce que du coup, il y a une chute. Donc en artistique, un patineur qui tombe, on peut pas lui mettre des bons scores en artistique. Okay. Du coup là j'ai dit tout ça en l'air, hein. Ça dure une fraction de seconde, hein. Donc j'étais là, bien groupé, et là j'ai dit mais si je tombe, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, je dis mais la note artistique va en prendre un coup, la note technique va en prendre un coup, la note finale va avoir -1, Et là j'ai dit tu fais un salco, et triple salco c'est le plus simple des triples à faire. Du coup c'est celui qui vaut le moins de points. Okay. Du coup, j'ai dit, mais si tu fais un triple salco, ça vaut pas beaucoup. Et inconsciemment, dans ma tête, je me suis dit, privilégie le programme sans faute, clean, sans chute, avec un élément peut-être plus facile. Mais là, si je le fais bien, parce qu'un triple salco, du coup, je vais le faire nickel. Parce qu'un triple salco, je le fais depuis que j'ai 12 ans. Donc, j'en ai 24, je me dis, ça, je vais le faire nickel, tu vois. Donc, là, je fais le triple salco, j'atterris, il y avait de la vitesse, il y avait de la hauteur, donc, j'ai pris des GO positifs sur ça. Donc un salco qui vaut pas beaucoup de points, j'ai quand même à le monter en score, et du coup, j'ai gagné un petit peu de points, même si j'en ai plus perdu que gagné. Ok. Et finalement, c'est grâce à cette petite intelligence de me dire ne tente pas cette difficulté que j'ai pu sauver les 93 points. Parce que là, si je fais la chute, on aurait été à 87, voire 85, et 85 points, j'aurais fini 18e. Ouais. Là, c'était beaucoup moins bien. Fini. Je sais pas si j'aurais été 18e, mais j'aurais pas été dans le top 10, donc ouais. Ok, bon c'est beaucoup plus clair. Je retiens ma question, parce que ma question c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas de la lassitude dans tout ça. Ah oui, mais juste avant, je me suis perdu. Tu vois, comme ça m'arrive, t'inquiète aussi. Mais du coup, comme clairement on a parlé de points, de programmes courts, de programmes libres, est-ce que tu peux peut-être expliquer de manière un peu simple pour les auditeurs comment est-ce que ça fonctionne en gros? Il y a combien de juges? Vous avez 2 passages, je crois qu'il y a 5 ou 6 juges. Il y a 2 passages. Il y en a vraiment plus que ça, des juges. On a vraiment un banc de juges devant nous. Alors, le patinage artistique. Tout d'abord, on a toujours 2 programmes. Petit cours par Kevin Emos. On a 2 programmes à présenter. Leçon. On a 2 programmes à présenter. Le programme court et le programme libre. Le programme court dure environ 2 minutes 50. D'accord. Et le programme libre environ 4 minutes 10. Ok. Qu'est-ce qui les différencie? Alors, dans le programme court, on a des éléments qui sont un peu plus imposés que dans le programme libre. Ok. Et on a 3 sauts, 3 pirouettes, une step à faire. Donc, ça fait 7 éléments dans le programme court. Ok. Et dans le programme libre, on en a environ 12, 13 éléments à faire. D'accord. Donc, déjà, dans le libre, il y a le double à faire, à peu près.
Donc il est un peu moins libre. Et dans le effectivement, ouais. On est libre de choisir ce qu'on veut faire dedans. Les sauts D'accord. qu'on peut faire. Même si on a beaucoup de règlements, énormément de règlements, donc Ok. c'est un peu tricky, donc on peut pas faire tout ce qu'on veut tout le temps. On a 7 sauts à faire dans le programme libre, 3 pirouettes, une step et une choréo-séquence. Alors que dans le programme court, ces éléments-là sont imposés. Ces éléments-là sont imposés, donc il faut absolument faire un axel, faire une combo, il faut que la combo ne soit pas le même saut qu'on vient de faire, Ok. etc., etc. Normalement, les pirouettes, c'est des positions imposées, même si en senior, maintenant, c'est beaucoup moins imposé qu'en junior. Donc voilà, on a 2 programmes à faire. On commence toujours par le programme court. Et combien de temps vous le savez à l'avance qu'il y a imposé? C'est On le sait l'année avant. Donc là, pour les jeux, vous saviez à l'avance Un que an le programme avant. court, Mais de toute façon, c'était tac, tac, tac. les règlements n'ont pas changé pour les programmes courts depuis 10 ans, donc on sait toujours que c'est toujours la même chose. D'accord. Donc c'est le même imposé depuis 10 ans pour nous. Il y a que en danse ok. sur glace où chaque année ils rechangent la danse imposée. Ça peut être une année un tango, l'année prochaine un blues, un foxtrot. Je sais pas s'il y a un foxtrot en danse sur glace, je dis un peu des bêtises, mais les patterns ok. changent chaque année en danse sur glace. D'accord. Ok. C'est ce qui nous différencie, et eux en danse sur glace ils ont pas de saut. Et eux Ok. c'est beaucoup plus imposé qu'en artistique. D'accord. Ok. Donc très clair. Donc on commence toujours par le programme court. Le programme court, souvent on commence la compétition, on est entre 30 à 50 patineurs grand maxi. Ouais. Et après l'issue du programme court, on prend le top 24 et le top 24 va pouvoir aller faire le programme libre. Donc Ok. ceux qui ne font pas dans le top 24, du 25 au 50e, bla, éliminés. Ok. C'est fini pour eux, fin de compétition. Donc c'est pour Ça ça, on marche. appelle ça le cut. Et le cut, des fois, il fait très très peur. Et une année, je finis 25e à un championnat d'Europe. J'étais parti favori pour la médaille d'or. Et Ouais. je me chie dessus. C'était vraiment pas bien. J'ai eu très très peur. Et là, je me foire. Je fais 3 chutes. Ouais. Un truc horrible. 25e. Ouais. Fin de compète. Fini pour moi. Bam. Tu me raconteras juste après ce qui s'est pu se passer dans ta tête. Oui. Mais, donc, t'as ce cut, t'as ces 2 programmes, t'as parlé de notes artistiques C'est ça. et de notes de glisse. Donc, que ce soit programme court ou programme libre, on serait toujours jugé de la même façon. Les règlements Ok. sont pareils pour les 2 programmes. Donc, on va commencer par l'artistique, tiens, pour une fois. Normalement, dans le protocole, comme j'ai dit, c'est une petite feuille où on voit nos scores à la fin. Ok. Il y a la note technique en haut et la note artistique en bas. Donc, la Donc, note artistique. il y a 2 notes, en fait. C'est ça, il y a 2 notes qui vont se créer. L'artistique est en 5 catégories. Ok. Alors, je sais plus si je vais les décrire assez bien parce qu'elles ont un peu changé les termes. Donc, normalement, il y a la musicalité. Ouais. Si on fait les choses en musique, si on correspond bien à la musique. On a l'interprétation du programme, de l'histoire qu'on veut raconter, de ce qu'on fait. On a les skating skills. Alors, les skating skills, c'est la base de patinage. Si on plie bien les genoux, si on est bien dans nos pieds, si on arrive à faire des petits mouvements avec les pieds, Ok. si on est habile de nos pieds, c'est vraiment le skating skills. Très simple. Ok. Si on fait plein de retournements difficiles, si on fait plein de choses avec nos pieds. Ensuite, on a les transitions. Alors, les transitions, c'est tout ce qu'il y a entre nos éléments techniques. Parce que si on fait un saut, on se balade sur glace, on va à l'autre saut. On se balade sur glace, on va à l'autre saut. Le programme est dit vide. Parce que du coup, on n'a pas de transition entre les sauts. D'accord, ok. Donc, la transition, ça va faire partie de l'artistique. Donc, c'est pour habiller le programme pour qu'il y ait une chorégraphie complète. Ok. Et la dernière, c'est la performance exécution. Ouais. La performance exécution, c'est on doit démarrer le programme. Si on démarre avec une choré qui démarre à 100% et qui tabasse bien, si à la fin on est toujours dans le même rythme et que ça tabasse bien, ça veut dire qu'en performance on est un athlète quoi. Ok. C'est ouf. Donc la performance, ça rentre en compte. Par exemple, la performance, la note elle peut descendre si on démarre le programme, on réussit les 4 sauts et les 3 derniers sauts on les chute. Ça veut dire qu'en cardio performance, on n'est pas si ouf que ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est nos 5 notes artistiques. Les juges nous mettent un score de 0 à 10. Il y a un facteur qui est de 1,8, je crois. C'est quoi le facteur? C'est pour que ça tourne ça. Alors les facteurs, ils sont un peu durs à comprendre. Ça multiplie le nombre de points, je crois, par 1,8 et après ça donne un score. Ok. Et ça donne une moyenne sur 10 à peu près. Ok. Donc moi en moyenne, je tourne entre 8. Des fois, quand je suis vraiment pas dans mes bons jours, je suis à 7,50. Mais normalement, je tourne entre 8 et 9,50 quand je suis vraiment genre au top de ma forme. Ok. Ça m'arrive d'avoir des 9,75 et des 10 en interprétation, et ça c'est
Ok. Ça, c'est vraiment trop bien. Et après, on additionne ces 5 catégories et ça nous donne une note artistique. Ok. Ok, d'accord. Donc chaque juge fait ce travail-là, quoi. C'est ça. De vous donner une note sur 10 sur les 5. Et on enlève toujours la note la plus basse et la note la plus haute. Et on a toujours dans les critères. Et on a toujours ou 10 dans les juges. Dans les juges. On a toujours 10 juges en face de nous. Donc le meilleur juge et le moins bon juge, ils sont enlevés. Donc s'il y a un juge qui me donne 6, tous les autres me donnent 7 et un seul me donne 8, on va enlever le 8 et le 6. Ok. Pour faire une moyenne à peu près équitable. Parce que sinon c'est trop facile. Si j'ai un juge français, si tout le monde me met des 6 et que lui me met un 10 et qu'on garde le 10, il va fausser la note. Ouais, c'est justement pour qu'il y ait moins de discrimination. C'est ça. Ok. Et aussi s'il y a un juge qui est vraiment le terme que je veux pas dire, méchant et qui lui il me massacre, il me met un 4, bah sa note elle ne comptera pas. Donc ça va les forcer à tous essayer de rester dans la même tranche de points. Ouais, ok. Et eux, ils ont pas le droit de parler entre eux pendant la compète? Non, ils ont pas le droit de parler entre eux. Les seuls qui parlent entre eux, c'est le panel technique. Parce qu'on a un panel de juges et on a un panel de juges techniques. Donc les juges, ils notent l'artistique. C'est ça. Et on a un juge arbitre. Lui, c'est celui qui donne le là et qui veille à ce que tout le monde soit bien réglo. Donc on a 14 juges en face de nous. Quand on patine. Le panel technique, eux, ils vont juger vraiment la technique pure. C'est-à-dire, une pirouette, ils vont compter le nombre de tours. Parce que nos tours, ils sont imposés dans une position. Est-ce que j'ai bien fait 3 tours là, j'ai bien fait 3 tours là, j'ai bien fait 3 tours là, j'ai bien fait 8 tours. Parce que dans les pirouettes ou les sauts, donc surtout dans les pirouettes et les steps, alors les steps, c'est un enchaînement de dessins qu'on fait avec les pieds, imposés. Ouais. Et les pirouettes et les steps, ça va de niveau 1, on va dire niveau basique, ensuite ça fait 1, 2, 3, 4. Okay. Si on fait un niveau 4, c'est jackpot, on remporte un max de points. Ok. Et si on fait niveau basique, ça vaut rien du tout. Du coup, nous, on doit faire des pirouettes et des steps niveau 4. Moi, j'ai de la chance, c'est un peu le truc que je sais faire le mieux. Donc souvent en compétition, je tourne toujours niveau 4 pour tous mes éléments comme ça. Ok. Donc eux, les juges, ils vont veiller et regarder précisément que je fasse tout bien avec mes pieds. Par exemple, si le dessin, je dois rester, alors tous les auditeurs vont pas tous comprendre, que je fasse une quart dehors pour un retournement difficile dans l'entrée du retournement, que je reste en dehors, et que la sortie du retournement, je sois bien en dehors. Si je change un peu de quart sur 3 cm, bah, ça ne compte plus. Donc les juges, eux, ils ont les yeux affûtés pour vérifier tout ce que je fais avec mes pieds. Waouh, ok. Après, quand on fait du patin, les retournements, on sait les dire directement. On s'entraîne tellement depuis longtemps, on les reconnaît 100 mètres au loin, quoi, avec du brouillard, je sais ce qu'ils font, quoi. Donc eux, les juges, ils sont là pour vérifier que je fasse tout bien. Et ensuite, pour les sauts, eux, ils vérifient que la rotation soit complète. Donc si j'annonce que je pars sur un quad salco et que je fais pas 4 tours, mais je fais 3 tours et demi, alors là, mon quad salco, il est pas compté entier. Donc là, il aura un malus. Donc au lieu de valoir 9 points, il va valoir 7,50. Ok. Parce que tu dois annoncer ton programme avant. C'est ça, avant la compète, on remplit une liste des éléments. Les juges les ont sous les yeux ? C'est ça. Ok. Pour bien comprendre. Ok. Tout ce qui se passe dans le programme. Et ça a pas d'intérêt de bluffer, quoi. De dire, tiens, j'annonce, je vais faire... Non, ça, en fait, c'est plus pour que eux ont moins de soucis parce que un programme, ça va tellement vite qu'il n'y ait pas de soucis d'erreur dans le jugement de panel. Parce que des fois, c'est arrivé souvent qu'on arrive en compétition et qu'ils jugent un élément, du coup, ils baissent les yeux pour noter ce qui vient de se passer, ils relèvent, et le patineur a fait un élément technique, mais personne ne l'a vu. D'accord, ok. Donc ça arrive pour pas que justement il y ait des petites erreurs et qu'il loupe quelque chose dans le programme. Donc normalement, dans les années à venir, il y a un règlement qui va passer que si on change l'élément qu'on annonce, à la dernière seconde, on va prendre un malus. Ok. Donc normalement, on va devoir s'en tenir à ce qu'on a annoncé. Donc par exemple, moi, comme j'ai dit, j'ai fait quad salco. Et là, je suis parti sur un trip. Normalement, je pourrais avoir un malus dans les années d'après. Parce que j'ai pas fait ce que j'ai annoncé. D'accord. Ok. C'est un peu tricky, ça aussi. Donc, et ensuite, nos 10 juges. On peut se dire, c'est un sport hyper simple, tu vois, dans lequel, vous allez sur la glace, vous dansez. En fait, il y a plein de subtilités, quoi. On passe nos 4 minutes à réfléchir, en vrai. Et du coup, là, je reviens sur mes 10 petits juges, là. Parce que du coup, le panel technique, je fais, imaginons, hop, triple axel. On va dire c'est 8 points, triple axel.
Donc le juge technique, sur son ordi, eux, ils peuvent parler entre eux, justement, parce qu'ils vont discuter pour vérifier. Ils sont 3, justement, pour qu'il y ait toujours une majorité. Si 2 juges disent, ah bah moi j'ai vu ça entier, et lui dit non, on va au bénéfice du patineur. Il y en a 2, ils ont dit oui, donc c'est oui. Donc on fait triple axel. Le juge technique sur l'ordi marque triple axel en entier. Donc tous les juges artistiques sur leurs ordi voient que le triple axel est fait en entier nickel, la rotation est parfaite. Donc là, le rôle du juge, des 10 juges, de 1 à 10, eux, c'est de mettre des GOE, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un bonus qui va de -5 à +5. Okay. Mais c'est un pourcentage. C'est pas genre 5 points. C'est un pourcentage. Donc, si je fais un triple axel, tout basique, sans transition avant, sans transition après, pas trop de vitesse, mais c'est fait. C'est nickel, c'est fait. Et ben, le juge, il va mettre 0. 0, ça veut pas dire que c'est mauvais. 0, ça veut dire que c'est neutre. C'est fait. C'est fait, quoi. C'est fait. Moyenne, 10 sur 20. Voilà. Si, par exemple, je fais une transition avant et une transition après, il y a de la vitesse sans musique, je saute au moment où il y a un gros boom sur la musique, là, c'est genre génial, quoi. On remplit plein de critères. Donc, le juge va monter dans le positif. Ouais. On va mettre +3, +4. Quand on est vraiment excellent, que c'est nickel parfait, +5. Donc là, les juges, ils font leur moyenne. Il y en a un, il va dire, bon, bah, moi, j'ai trouvé ça beau, mais c'était quand même pas beau, +2. L'autre a dit, moi, j'ai trouvé ça excellent, +3. L'autre va dire, pour moi, c'était le plus beau du monde, +5. On enlève le GOE le plus bas, le GOE le plus haut. Ça fait une moyenne. Ça fait un pourcentage. Donc, l'axel qui valait 8 points, on rajoute les GOE, 9,25. Donc, moi, j'ai bonifié mon saut. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu compliqué à tout comprendre. Non, mais attends, c'est déjà génial. En plus, on fait ça à l'oral et tout, sans papier, sans rien et tout. C'est un peu dur. Mais Et du coup, contre-exemple, l'axel, 8 points, je le chute. Ouais. Il y a une chute. Donc, on met de côté, il y aura -1 sur la note finale. Mon axel valait 8 points, tous les juges m'ont vu tomber. Obligatoire, tout le monde me met -5. Directement, parce qu'il y a une chute. Donc, l'axel qui valait 8 points, on a atterri à genre 3,50. Grosse catastrophe, quoi. On a perdu 5 points. Ok, d'accord. Ok. En se disant qu'il y a toujours le -1 de la note finale, ça vaut que 2,50. Ok. Là, ça fait mal, quoi. Ok, d'accord. Et en plus, si l'axel est pas fait en entier, j'atterris l'axel à 2 tours et demi au lieu de, bah non. Si j'atterris à 3 tours et pas 3 tours et demi parce que l'axel, il y a un demi-tour en plus vu qu'on part en avant. Bah là, manque de rotation, il valait pas 8 points de base, mais genre 7,50. Avec tous les GO négatifs, blablabla, on descend en score et là, c'est catastrophique. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, les juges, ils font presque des mathématiques pendant le truc. Et toi, quand on te dit, ouais, t'as eu 93 à la fin de tes jeux, enfin, à la fin du programme court, tu sais pas du tout, je sais pas, tu sais pas du tout le détail. Du coup, c'est pour ça qu'on te file justement le protocole avec, pour chacun des juges, qu'est-ce qui s'est passé, quelle note il t'a mis, quoi. C'est ça. Maintenant, j'ai tellement l'habitude, on a tous l'habitude que quand on voit 93, on sait à peu près ce qui s'est passé sur le protocole. Ouais, parce que toi, tu sais quelle figure t'as annoncé, fait quel point, combien le montant a rapporté. D'accord, ok. Même les points des sauts, je les connais pas exactement. Je sais dans l'ordre chronologique lequel vaut plus de points, lequel en vaut le moins, mais je sais pas vraiment exactement le nombre de points qu'un saut vaut. D'accord. Je me suis pas remis dedans depuis longtemps, mais je sais que si je fais ce saut-là, ça vaut un max de points. Ouais, ok. Et du coup, il y a pas forcément d'intérêt à prendre que les sauts qui font le plus de points. Ah si. Bah, t'essaies de les caler. Justement, c'est le but du jeu, de placer les éléments qui valent le plus de points pour essayer de gagner un max en note technique. Et ensuite, bah, on a une note technique, une note artistique, bam, on additionne tout et bon. Voilà. Pof, on a mis les deux. Ok. Donc c'est beaucoup plus clair. Écoute, des fois je kiffe avoir une petite masterclass sur un sport. Après et tout. Ça c'est le truc vraiment bateau pour apprendre comment marcher les scores en patinage, parce que ouais, mais le message que je veux faire passer, le patinage ça s'arrête pas aux discriminations, au dopage, aux juges méchants, au score, aux points. Des fois le patinage c'est bien plus que ça, c'est un sport et c'est de l'art réunis en même temps, parce que vraiment on appelle ça du patinage artistique. Donc il y a patinage, c'est le côté athlétique, il y a l'artistique, c'est le côté qui est beau. On mélange tout, ça fait un sport qui est magnifique. Et après moi je choisis mes musiques, je choisis mes costumes. C'est le moment de l'année presque que je préfère le plus, avec la création, la recherche de mouvements, la recherche de nouvelles idées, innover, créer de nouvelles figures.
C'est vraiment un truc de ouf, ça. Bah, justement, je suis content que t'en parles. Je voulais t'amener sur ce sujet-là, tu vois. La choré que t'as fait au jeu, pour ton programme court ou, tiens, celle du programme long, mais, combien de fois tu l'as fait avant? On les répète, des milliers de fois. Je sais Des même milliers pas, de fois? je sais pas combien de fois je l'ai fait, mais la musique, alors le programme court, oui, là, je l'ai fait, 1 million de fois. C'est un truc de taré. Celle sur Prince? Ouais, parce que je l'ai fait il y a 3 ans. Ensuite, il y a eu l'année du Covid où on n'a pas patiné. T'as le droit de garder comme ça une musique et de garder une choré. Exactement. Okay. Donc, je l'ai fait quand j'ai fait la finale du Grand Prix. Une finale de Grand Prix, c'est genre une finale de Coupe du Monde. Je finis 3e en Coupe du Monde. Je suis au top de ma forme. Et après, il y a le Covid. Plus rien. Ensuite, je reviens blessé. Et c'est cet été-là où j'ai pas beaucoup patiné. On arrive en septembre où il faut faire des compétitions. Mais le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de m'entraîner. J'ai pas eu le temps de créer de nouvelles choses. Et là, on arrive, faut présenter des nouveaux programmes et moi, j'ai pas pu le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On prend un ancien programme qu'on connaît par cœur et qui a bien marché au niveau des juges. Et on le refait. Parce que là, c'était un choix stratégique parce que moi, je voulais présenter 2 nouveaux programmes aux Jeux Olympiques, mais j'ai pas eu l'entraînement conséquent pour présenter 2 nouveaux programmes. Donc, j'ai malheureusement dû piocher dans mes anciens programmes pour le refaire. Et quel est l'intérêt de faire de la nouveauté, tu vois? Si t'as déjà fait un programme qui a déjà bien marché, est-ce que l'intérêt, justement, est pas juste de l'améliorer, tu vois, par exemple, sur un saut, faire un petit saut un peu plus dur ou... Oui. Un programme, c'est vivant. Ouais. Déjà, au cours de l'année, quand on le crée du début jusqu'à la fin de l'année, c'est vivant. Donc, ça va pas ressembler à ce qui s'est passé toute l'année. C'est vraiment, c'est vivant, ça change, ça bouge. La musique est la même. Même des fois en cours d'année, on se dit, bah, finalement, là, dans le début de la musique, là, il manque un boom, il manque un petit truc, il manque du spicy là dans cette musique à ce moment-là, on va l'apporter. Mais des fois, on s'en rend compte qu'au bout de 6 mois. Donc quand on crée un programme, on crée la choré, mais on crée aussi la musique qui va avec. D'accord. Donc des fois, on crée une trame basique de la musique, on commence à créer la choré, et là on se dit dans la choré, ça serait bien de faire un truc exceptionnel là, mais la musique va pas du tout du coup. Du coup, on veut mixer ta musique. On va mettre le truc exceptionnel là, mais du coup, on rappelle le monteur musical qui me fait tout. Et lui, bah voilà, il va réaméliorer la musique, tout réarranger, il va faire en sorte que tout se passe bien et qu'il y a un truc spicy à ce moment-là. Ok. Donc il y a pas de tu fais la musique avant ou tu fais la choré avant, c'est vraiment le travail va ensemble. C'est presque les 2 en même temps quoi. Ok. Hyper intéressant. Et donc tu comment est-ce que tu choisis les musiques? Comment est-ce que tu fais ta musique? Parce que c'est un métier qui est complètement différent. Comment... Je pense que je prends quelque chose qui m'inspire, sur lequel je peux performer et m'exprimer en même temps. Il faut choisir quelque chose qui plaise au public, aux juges, quelque chose d'assez général, que tout le monde puisse imprégner. Parce que si je fais un truc trop personnel, bah ça sera jamais assez partagé. Perçu, ouais. Moi, ce que j'aime dans le patinage, c'est que c'est une question aussi de partage. Donc, du coup, bah, on partage au juge. On va plus loin que la barrière. Faut que ça touche le public. Faut que ça touche les téléspectateurs derrière les caméras. Donc, ouais, c'est vraiment une question de partage. Et moi, quand je choisis une musique, je veux vraiment être capable de pouvoir m'exprimer dessus et de partager toutes les émotions que je peux. Ok. Et du coup, tu l'as fait écouter à des amis, tu l'as fait écouter avec tes coachs, Oui, souvent je demande... Comment se fait ce travail justement avec la coach, par exemple, ta coach? Alors ma coach, elle est très intelligente, donc elle sait ce qui marche pas, elle a l'œil pour ça, elle a l'oreille pour ça, donc je lui envoie plein de musique, elle m'envoie plein de musique, on se met d'accord, on regarde, on choisit, on voit ce qu'on veut changer, améliorer, parce que c'est important aussi d'apporter du changement, parce que si on fait la même chose pendant plusieurs années, c'est un peu redondant, donc c'est pas cool. Et ouais, faut aussi trouver des musiques un peu différentes des années d'avant, parce que si on nous voit aussi sur le même style à chaque fois, c'est un peu compliqué. Donc ouais, c'est elle a l'oreille pour ça. Ouais. Donc j'ai entièrement confiance en elle. Elle m'envoie des musiques, je lui envoie, on choisit. Et il y a des styles qui marchent pas du tout. Tu vois, si demain tu te pointes avec, je sais pas, de la musique chinoise ou si tu te pointes avec du Claude François. Alors le Claude François, il va être un peu dur à percevoir à l'international, parce qu'il y a pas, même si Claude François est un peu à l'international, le public étranger, il y aura plus d'étrangers que de Français, donc ils vont être moins touchés. Même les juges vont être moins touchés du coup. Sauf si là vraiment j'ai fait un truc exceptionnel et que là tout le monde est vraiment touché. Mais par exemple,
l'année du Covid, on avait quelques compétitions et là cette année-là, j'avais changé de programme. Et là, j'avais fait un thème un peu tribal et je m'étais inspiré du film Avatar. Ok. Vraiment un truc un peu indigène ou un peu mystérieux. Film, je crois, c'est 10 ans, quelque ouais. chose comme ça, ouais. Et j'avais pas pris la musique d'Avatar, j'avais pris la musique qui s'appelle Indigène de Maxime Rodriguez et j'avais pris une musique. Alors c'est vraiment une musique, je sais plus le nom. C'était un truc de boîte de nuit un peu boom boom. Et il y avait des bruitages un peu des trucs comme ça. Et j'ai dit on va faire un truc comme ça change. Il y en a pas beaucoup qui font. Alors j'ai eu deux équipes, deux salles, deux ambiances. J'ai eu les personnes qui ont adoré et qui ont dit c'est novateur, c'était fun, t'as fait une choré de ouf, il y avait des mouvements de ouf. Et j'avais l'autre salle où on me disait c'était impoli, raciste, c'était de l'appropriation culturelle, c'est pas beau de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, donc j'ai vraiment eu deux salles, deux ambiances. Bien sûr, j'ai été lynché publiquement sur les réseaux sociaux. Ah ouais. On se demande quelle plateforme m'a le plus touché. C'était sur Twitter, où là j'ai reçu plein d'insultes, des trucs horribles, des trucs vraiment pas cool, et là ça m'a vraiment mis un coup au moral. Que du coup, quand on m'a demandé de reprendre un programme pour les jeux, j'aurais pu reprendre mon programme indigène, qui aurait marché du feu de Dieu. Mais du coup, il y avait ce doute qui planait de cette histoire d'appropriation culturelle et de racisme, et c'est vraiment pas le truc que je voulais faire passer, quoi, dans le truc. Donc j'ai dit, non, on le met de côté, j'ai aimé patiner dessus, mais c'est stop, quoi. Genre, je veux pas que cette image tourne sur moi, alors que c'est pas du tout ça que je voulais faire passer, surtout que le truc que j'ai pris pour créer ce programme, c'était par rapport à Avatar. Je me suis pas du tout inspiré du racisme pour créer un programme, donc j'ai dit allez. Bien sûr. Donc des fois, il y a certains programmes, faut bien choisir et faut faire attention à ce qu'on fait. Ouais, bien sûr. Non mais c'est ouf qu'on te reproche ça parce que imagine tu as un patineur hétéro qui va choisir comme musique Queen, tu vois. On va jamais lui reprocher de faire de l'appropriation culturelle. C'est exactement ça, quoi. C'est abusé, ce genre de... Exactement, là, tu as, bam! Touché, quoi. C'est, tu vois, on aime tous Queen, tu vois, et ça, peu importe notre sexualité, notre genre, enfin, tu vois, sa musique, elle parle à tout le monde. Ça, c'est la force justement, de Freddie Mercury, c'est d'avoir parlé dans tous les cœurs et que, certes, c'est une icône, tu vois, aujourd'hui, c'est une icône gay, on pourrait te dire que c'est la culture gay, mais c'est quand même exactement, fou. C'est fou ce reproche, quoi. Mais du coup, on m'a dit que c'était raciste. J'ai dit, quelle boulette j'ai pas encore fait, moi. Du coup, ça m'a vraiment peiné. J'étais vraiment pas bien dans ma peau à ce moment-là. J'étais là, mais j'ai même plus envie de mettre un pied sur glace, quoi. J'avais tellement honte d'avoir fait ça. Alors que ça partait d'un bon sentiment, quoi. Beaucoup justement. avaient aimé le programme et la musique était vraiment ouf et. Ok. Et t'as pas envie d'aller jusqu'au bout de la provoque justement pour faire bouger un peu les lignes ou pour ou même pour faire un buzz, tu vois. À ce moment-là, j'étais pas encore assez fort mentalement pour essayer de faire quelque chose de plus fort, mais non, j'ai un peu abandonné parce que j'ai été vraiment touché par les réseaux sociaux et des fois les gens sont méchants, ça. Ouais. Ils veulent juste être méchants et là ça m'avait vraiment beaucoup touché. Ouais, puis ça arrive directement dans ton téléphone portable, tu vois. Oui. Alors qu'il y a une barrière à ça, quoi. Mais comme on a dit, c'est un sport de jugement et nous, tout ce qu'on attend, des fois, c'est juste le retour des gens et de savoir ce qu'ils en ont pensé. Et du coup, quand après la compétition, on se dit, alors, j'ai fait un sans faute, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et là, du coup, on se reçoit des insultes, on se dit, bon, peut-être que ce n'est pas bon ce que j'ai fait, donc, remise en question constante, tout le temps, tous les jours. Ouais. C'est un univers, j'ai l'impression, qui est très virulent quand même. Oui. C'est lourd, c'est pesant, il y a de la pression constante, c'est un peu lourd, mais moi je kiffe patiner, je kiffe être sur la glace. Ouais. Cette sensation de patiner sur de l'eau gelée, c'est genre un truc de ouf, quoi. Prendre de la vitesse, sentir le vent sur son visage, bouger sur glace, j'ai l'impression. Ça te fait toujours vibrer? Ah ouais, j'ai l'impression de planer vraiment comme en deltaplane, là je suis là dans tous les sens sur glace, c'est un truc de ouf. Ok. Parce que tu vois, c'était justement dans le reportage Faut qu'on parle, tu te dis effectivement que tu ressens un truc un peu unique sur ça, et il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui perdent la saveur, tu vois, de ce qu'ils font après les années. Toi, t'as réussi à la garder, tu prends toujours autant de plaisir? Bah oui, et après, surtout, tu t'entraînes beaucoup aussi, tu vois. Je peux comprendre qu'il y a un peu de lassitude aussi, tu vois. Mais je travaille beaucoup. Du coup, j'ai pris conscience assez tard qu'en fait, le haut niveau, c'était
c'était cool et que ça faisait du bien des fois de se faire mal à l'entraînement. Alors se faire mal, c'est pas se blesser. Quand je dis c'est se faire mal, c'est travailler dur. J'ai appris très tard à kiffer ce moment-là. Et là, vraiment, moi, c'est pas un métier que j'ai parce que je touche pas beaucoup d'argent par rapport à ça. Mais du coup, c'est comme un métier, quoi. C'est vraiment, je me lève le matin pour aller patiner et tous les jours, mais c'est une passion et. Tu considères pas que c'est un métier? Ben non, parce que je kiffe ce que je fais. C'est un peu étrange dit comme ça, mais. Mais attends, c'est pas parce que c'est un métier que tu kiffes pas, hein. Ouais, mais. C'est vrai qu'on voit, on a un côté très. Par exemple. Lié entre la douleur, quoi, au travail en France. Putain, par exemple, quand je suis allé là dans les autres clubs de France donner des cours aux petits, bah, je suis quand même resté des fois 8 heures sur glace par jour. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir été 8 heures sur glace parce que j'ai tellement kiffé être sur glace que j'ai pas eu l'impression d'avoir travaillé dur. Ouais. Ok. Donc moi vraiment je me lève le matin et j'ai un but, j'ai une envie, et quand je me lève le matin, j'ai envie d'y aller. Même si des fois c'est dur et je me lève le matin, je me dis oh non purée, la journée va être longue. Mais genre j'ai toujours quelque chose dans le futur et je me dis allez, on va jusque là, t'as des objectifs, il faut y aller, il faut se lever. Et c'est ça que je kiffe dans le patin. Ok. C'est quoi ton objectif ultime en tant que sportif? Ou en tant qu'artiste, d'ailleurs? Bah, déjà, mon objectif, c'est au moins de marquer les esprits parce que dans le patinage, c'est important. Vu qu'on peut s'exprimer avec ses émotions, on peut encore plus marquer les esprits, même si dans le sport, quand il y a des perfs, des records, ça marque toujours les esprits. Mais moi, vraiment, ce que je veux, c'est marquer les esprits, innover, apporter quelque chose au patinage, faire changer les choses dans le patinage parce que c'est un sport où on peut apporter tellement pour que ce soit bon et beau. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de réussir à l'international, on va pas se mentir, parce que sinon je serais pas là à bosser autant. J'ai envie d'aller chercher des podiums à l'international, des médailles. Donc j'ai envie de bosser pour. Et puis moi j'ai envie de continuer à patiner parce que comme j'ai dit, être sur glace, c'est là où je me sens le mieux. Ok. Il se passe un truc, quoi. Ah ouais, je fais qu'un avec la glace et c'est là que je dois être. Ok. Et tu vois, ce côté artistique, est-ce que tu essaies de le développer à côté de la pratique du patinage? Est-ce que ça se travaille, tu vois? Oui, ça se travaille. Ouais. C'est de la recherche constante. Merci de le dire, hein, parce que c'est vrai que souvent on peut penser que c'est inné, mais ça se bosse grave. Enfin... Bah, pour certains, c'est plus facile que d'autres, mais même quand c'est facile, c'est toujours... On peut pas se reposer sur ses acquis, il faut tout le temps aller chercher, bosser, comme j'ai dit. Il faut innover. Il faut toujours apporter de la fraîcheur et quelque chose de nouveau, et du coup, on peut pas apporter quelque chose de nouveau si on travaille pas, donc c'est souvent de la recherche, aller voir d'autres chorégraphes, aller voir d'autres personnes, aller voir... D'autres univers aussi, c'est ça, on peut s'inspirer... Des fois, pour créer une chorégraphie de patin, on s'inspire pas que d'une danse, on peut s'inspirer de tableaux, de musique, de personnes, d'histoires, de films, d'art en général, et moi c'est ce que j'aime. Par exemple, là j'ai lu un livre il y a quelques temps, et là ça m'a donné une idée pour un programme, et j'ai dit je le garde en tête pour un jour. Parce que j'ai lu le livre et je me suis dit, ça serait trop bien, quoi. De représenter cette histoire sur glace. Ok. Ouais, donc tu le penses presque comme un opéra ou comme une scène où ça peut... Un peu, ouais. Ok. Et puis quand je suis sur glace, là c'est là où je peux m'exprimer pendant 4 minutes sans que personne, même si c'est un sport à jugement, personne va me juger directement en me disant stop, arrête. Je suis là, je fais ce que j'ai à faire et je peux m'exprimer librement. Bien sûr, ouais. Ouais, c'est ton moment et t'as le droit de... On fait sortir tout ce qu'on a en soi et c'est ça qui donne... qui fout les poils, quoi, à la fin d'un programme. Et je me demandais une question bête. La tenue, c'est un truc important? Ah oui, c'est grave important. C'est... Pour toi, tu vois, qui patine, j'imagine, il faut que tu sois bien dans ce personnage. Pour les juges aussi qui regardent, mais... Déjà, faut être à l'aise avec son costume. C'est un peu le truc du quotidien. Si on se sent bien dans ses baskets, c'est un peu plus facile d'affronter la journée. Donc déjà, faut se sentir bien dedans, confortable. C'est important d'être confortable. Hein. Faut se sentir beau, parce que des fois, quand on se sent beau, on se sent plus fort. Ouais. Ensuite, il faut... Le costume, c'est ce qui va redonner aussi la petite touche à l'histoire, et ça sera aussi plus facile de rentrer dans le personnage, ou pour le public de comprendre l'histoire. Donc c'est aussi important de choisir un bon costume. Moi c'est toujours dur, par exemple, des fois les costumes on les change 3-4 fois par an. Moi l'année des jeux, en début d'année j'avais un costume, ça a pas marché. On a fait un autre qui était bien. Avec le même programme et la même musique? C'est ça.
Ok. On l'a remodifié, on a rajouté un peu de couleur dessus. Et finalement, on s'est dit les couleurs allaient bien, mais la forme du costume va pas du tout. Donc on a rechangé le costume pour les jeux. Ok. Donc on a changé 3 à 4 fois de costume dans l'année. Finalement, t'es avec un pantalon noir et une chemise un peu violette, c'est ça, ou... C'est ça, alors pour le programme court, j'étais... J'ai l'impression que c'est une tenue de ville, en fait. Presque. Enfin, un peu sympa, tu vois, quelqu'un qui sort, quoi, ou qui est en after... Ouais, je l'aime beaucoup, la tenue du programme after court. work, mais... C'est un pantalon noir tout basique, avec une ceinture noire. Ouais. Très classe, très très beau. Et ensuite, le haut, ça fait un genre de débardeur violet, avec une chemise un peu... violette rosée. T'as un débardeur? Ah, je savais pas. En dessous, c'est un débardeur. Ça se voit pas Ok. beaucoup parce qu'il y a les coutures qui cachent un peu. Et ensuite, j'ai du faux cuir devant pour faire une fausse ceinture sur la chemise pour la faire fermer. J'ai plein de pics sur les épaules en mode punk. Ok. J'ai les manches relevées et tout. J'ai la Putain, mais chemise c'est qui est plein un de peu détails ouverte que et j'ai ça- pas vu, ça moi, tu vois. bouge. Ah oui, genre elle est très détaillée. Quand on la J'aurais dû zoome, me- quand on la zoome, il y a beaucoup de choses dessus. Et ensuite, le programme libre, c'est un pantalon noir avec un haut qui est rentré dans le pantalon et c'est un haut qui est un peu volant, qui est un peu loose, qui bouge bien et les couleurs sont un peu galactiques avec un mélange de bleu, de bordeaux et de vert. Et j'aime beaucoup la forme de ce haut qui bouge, qui est vivant. Les manches sont un peu larges et genre je suis tellement bien dedans. Ok. Genre je l'ai vraiment kiffé cette tenue. Ok. Tu te fais conseiller aussi pour cette partie-là? Ah oui, j'ai toujours mes coachs qui sont là pour le droit de veto, qui disent ah ça peut marcher, ça peut pas marcher. Ok. Ils mettent aussi leur pierre à l'édifice. Moi, c'est surtout moi qui est le premier acteur de ça. Mhm. Ensuite, j'ai ma couturière, Sophie, qui est excellente, mais Ok. excellente. Elle a toutes mes mesures. Je lui demande une tenue. Je lui envoie la musique, elle écoute la musique, elle dessine, elle fait plein de croquis. Et après, moi, je lui donne mes idées, ce que je pense, elle ce qu'elle pense, et on se met tout en commun et on crée. Et souvent, Ok. des fois, ça marche pas du premier coup, donc faut refaire une fois, 2 fois, et finalement, on arrive à ce qu'on aime. Et c'est combien de temps de travail pour une tenue? Ça lui prend du temps, des fois, un bon mois. Mais des fois, ça met plusieurs semaines pour concevoir quelques croquis. Moi, j'ai entièrement confiance en elle. Elle est extraordinaire. Waouh. Et vous avez tous les patineurs, vous avez une couturière qui dessine. Alors, Sophie, elle fait plusieurs patineurs. Elle fait plusieurs patineurs à l'international en France. Donc, elle sait Ok. de quoi elle parle, elle sait faire, elle comprend les patineurs parce que maintenant, elle a l'habitude. Mais souvent, oui, il y a on passe tous souvent par des couturiers différents, mais des fois il y a des couturiers qui ressortent en particulier. Je sais qu'au Canada, il y en a un qui est excellent. Il y a beaucoup de Canadiens, Nord-Américains, il y a des Européens qui vont le voir pour faire leur tenue. Mais moi, je vais chez Sophie parce qu'elle est à Lyon et que j'ai Ok. confiance en elle. C'est Made in France. Ouais, j'aime bien. C'est Sophie, elle est cool. Ouais. Ok. Mais tu vois, j'étais pas du tout au courant de ce métier-là, quoi. C'est. Ah oui, elle est couturière. Elle fait des tenues aussi pour les danses de salon. Elle fait des trucs de ouf. Ah ouais, autour de moi, j'ai une équipe vraiment, j'ai un staff Il y a d'autres gens comme immense. ça? Hein. Ah ouais, j'ai un staff Vas-y. immense. J'ai mes 2 coachs sur Ouais. glace. J'ai ma fédération, ça tourne à peu près 5 personnes qui sont vraiment tout le temps autour de moi, la fédération. J'ai ma psychologue. Et ils font quoi, la fédération? Entendre. C'est avec eux que je gère les objectifs, qu'on gère les compétitions. Ça peut passer du billet d'avion. Je sais qu'il y a une dame qui s'appelle Jennifer, à la fédération. C'est un amour. Parce qu'à chaque fois qu'on a un souci avec des billets d'avion, même dernière minute, je lui dis au secours, je suis coincé en Croatie. Mon billet d'avion vient d'être annulé. Il faut absolument que je rentre. Bam bam, elle fait tout. Elle est adorable. Elle nous aide à fond. Vraiment, on a une équipe autour. Moi, mon équipe, elle est vraiment excellente. La fédération aussi, qui est là pour nous aider, nous soutenir. J'ai ma psychologue, comme j'ai dit. J'ai mon préparateur physique. J'ai mon kiné. Quand j'étais en France, j'avais 3 kinés, préparateur mental, plus la psychologue, la couturière. J'ai celui qui monte mes programmes pour les musiques, Maxime Rodriguez, qui est à Paris. Donc ouais, quand tu dis monter les programmes, c'est alors des fois fabrique la musique, quoi. C'est ça. Alors des fois, des fois il fait des arrangements et des fois il fait carrément des compositions. Parce que des fois on trouve pas la musique qu'il faut et c'est lui qui compose tout, de A à Z. Waouh, ok. Donc vraiment, j'ai une team qui est excellente autour de moi. Je les remercie parce que c'est grâce à eux aussi que je suis là aujourd'hui. Parce que même si c'est moi qui patine, sans eux, je serais absolument personne. C'est mon écosystème, c'est sur qui je me repose tout le temps. Et dans mon équipe, je peux inclure mes amis, ma famille, mon copain. Bien sûr. Donc vraiment, j'ai 30 personnes autour de moi.
pour moi patiner sur glace tout seul. Ok. Et t'as quelqu'un pour communication, contenu ou ce genre de choses? On a quelqu'un à la fédération qui nous aide. Ninon, elle est excellente. Elle nous aide à faire ça. Quand on a des questions, elle est présente à 10 000% pour ça. Là, pour l'instant, c'est moi qui gère mes réseaux sociaux tout seul. Ouais. J'aime bien mon Instagram, poster des photos de mon quotidien, faire des petits trucs cool. Mais sinon, non, je gère tout seul. Ok, hyper intéressant. Il y avait une question qui m'est venue, j'ai oublié tout à l'heure. Tout à l'heure, tu sais, t'as mentionné tes coachs qui te mettent souvent des droits de veto ou qui te mettent souvent en garde sur des tenues ou des musiques. Est-ce que c'est dans ta personnalité de toi de souvent essayer d'être excentrique et de proposer des choses nouvelles et innovatrices? Tu vois, je vois mal le gros russe un peu machiste, tu vois, être novateur ou provoque, tu vois. Comment elle le gère ça du coup? Tu vois des fois moi est-ce qu'elle le voit comme un défi? Ah oui, à chaque fois il faut qu'on apporte quelque chose de nouveau, mais des fois moi je suis trop dans la nouveauté, donc des fois ils me disent attends, oula, ça va faire un peu trop pour le public, pour les juges, ils vont pas tout comprendre. Okay. Faut aussi qu'on donne quelque chose que les gens puissent comprendre. Mais moi j'ai confiance en mes coachs à 10 000%, quoi. Ils m'ont monté jusqu'ici à l'international avec des programmes qui ont toujours tenu la route, donc j'ai confiance en eux à 100 000%. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui fait que c'est des personnes qui ont choisi aussi d'être tes coachs? Toi, il y a des gens qui auraient pu te refuser d'être ton coach oui, de par ton excentricité ou ton envie justement de changer un peu le sport? Oui, ça arrive. Ça se trouve, je serais allé dans un centre et le coach aurait dit non, je veux pas te coacher. Ça peut arriver, hein. Parce que bien aussi, moi, je pars du principe que c'est une équipe. Des fois, je les vois plus que mes parents, hein. Bah là, c'est vrai parce que je suis aux États-Unis, donc je les vois plus que mes parents. Mais c'est des personnes avec qui on passe nos journées, des fois nos week-ends, des fois nos semaines. Donc il faut vraiment qu'il y ait une connexion qui soit genre saine et sereine et qu'on se comprenne. Et des fois, moi, mes coachs, je les comprends en un regard. Quand on est en compétition au jeu, on a que 6 minutes d'échauffement sur glace. 6. Ça va très vite, 6. Donc j'ai pas le temps de retourner à la barrière, de lui poser des questions. On fait quoi? On fait ci, on fait comme ça, on fait pas. Hein. Des fois, en un regard, on doit se comprendre. Et en un regard, j'arrive à la comprendre. Bon, des fois, je la comprends pas et je reviendrai à la vie, c'était pas du tout ça, mais normalement, on est fait pour se comprendre en un regard, en un geste, et c'est ça qui marche, et ouais, et des fois, quand j'ai des soucis, après, mes coachs, ils ont été présents aussi, que ce soit sur glace ou en dehors de la glace, ils ont vraiment eu un rôle humain, conseiller, ils ont été là pour moi, ils m'ont consolé, ils m'ont aidé à grandir, ils m'ont fait grandir. J'ai beaucoup de respect pour mes deux coachs, je les aime beaucoup. Et ensuite, on a une relation aussi très pro et sur glace, même si on rigole très souvent parce qu'on adore rigoler ensemble. Des fois, ça carbure, quoi. Ils sont là pour me faire bosser. Enfin, on sait où on va, on a des objectifs, mais on est aussi une équipe, on est aussi des amis, on est tout en même temps. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça marche. Ouais, bien parce sûr. Que moi, je sais que je prime vraiment le relationnel, même si des fois, j'aime bien John parce qu'il met le coup de boost, des fois il rigole pas du tout, des fois il s'énerve et ça resserre tout un peu et là ça avance bien droit. Et il en faut un dans une équipe. Oui, il en faut un, même Sylvia, hein, même si elle est très douce. Des fois quand t'as dit ce qu'il faut faire. Sylvia, c'est celle qui est avec toi à l'annonce des résultats au jeu. C'est ça, c'est ma coach, qui est là en bord de piste tout le temps, qui est là avec les résultats, celle qui me suit partout en compétition. Ok, ouais. Et ça fait du coup plus de 5 ans que tu bosses avec eux? C'est ça va faire 5 ans là que je suis avec eux. Est-ce que tu peux raconter rapidement le choix de partir en Floride? Tu vois, ça peut... c'est pas forcément le choix le plus naturel qui vient à l'esprit quand on... Surtout en Floride, quand je passe la frontière à l'aéroport et que la frontière américaine, je pense que tout le monde le sait, quand vous êtes parti aux États-Unis, ils rigolent pas du tout ces gens-là. Et qu'ils me demandent qu'est-ce que vous venez faire en Floride, monsieur, et que je dis ice skating, du patinage artistique sur de la glace. Et là, ils me regardent en me disant, non, arrête de me mentir. Ça a pas du tout fait. Oui, c'est souvent qu'ils m'arrêtent et on va dans le petit local de la police juste à côté et là, ils me posent des vraies questions. Mais où tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? Du patinage, ok, montre-nous ta licence.
Ok. Est-ce que tu peux prouver que t'es un athlète de haut niveau? Des trucs de dingue, parce qu'en Floride, on se dit pas, il y a plein de patinoires, mais le centre que j'ai en Floride, c'est 4 pistes de glace. Ok. C'est Donc immense. c'est un très gros centre. Il y a des salles de kiné, des salles de danse, il y a un terrain de course dans la patinoire. C'est un gros centre aux États-Unis? C'est un truc immense. Alors c'est pas un gros centre, il y a pas beaucoup de patineurs. On est pas beaucoup. Mais c'est un centre qui est immense, j'ai presque de la glace toute la journée quand je veux. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et si à un moment, il y a une piste qui est en panne et il y a pas la glace, j'en ai 3 autres pour patiner. Ouais. Donc c'est vraiment que des fois, en France, des fois, on n'a qu'une piste et il faut partager avec les scolaires, le short track, le hockey, les séances de club, le haut niveau. Et des fois, on est plein sur glace. Donc là, vraiment, je suis royal au bar là-bas et j'ai presque de la glace quand je veux. Ok. Ouais, c'est dingue. Et du coup, moi, comment t'es parti, ouais? Alors déjà, moi, j'ai patiné pendant 15 ans à Grenoble. Je suis originaire de là-bas. J'ai grandi à Grenoble, dans la patinoire Pôle Sud, avec mes coachs. Tout s'est bien passé. Un jour, une coach est partie, et puis l'autre, et je me suis retrouvé avec personne. Et là, c'était très compliqué. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai patiné avec une coach fédérale, entre guillemets, qui m'a suivi pendant 6 mois, qui a été avec moi, qui m'a aidé, parce que j'étais vraiment tout seul, sans patinoire fixe. On faisait 2 semaines à Paris, 2 semaines à Grenoble, 2 semaines à Paris, 2 semaines à Grenoble, et c'était pas trop stable. Et pour faire du haut niveau, faut une stabilité mental, physique, d'entraînement et avec un staff stable et un lieu d'entraînement stable. Et après les championnats du monde par équipe, c'est là que j'ai rencontré John et parce qu'il était coach de d'autres patineurs de l'équipe de France en couple. Ok. Parce que ils avaient cherché justement un coach de couple parce que John a fait du couple sur glace. Ok. Donc lui, sa spécialité, c'est le couple sur glace, même si le patinage, la base, c'est aussi de patiner tout seul. Donc il peut me coacher sur les sauts, il sait faire. Bien sûr. Eux, ils étaient déjà partis là-bas et ma coach là en France, la coach fédérale, avait dit bon allez, c'est parti. T'as pas de stage cet été, tu peux partir monter tes programmes en Floride, ça peut te faire du bien de partir 2 semaines là-bas. Donc j'y suis allé et j'avais plus rien en France qui me retenait sur mes zones d'entraînement. Et là j'ai dit c'est parti quoi, j'ai rien. Essayons de tenter le rêve américain et d'avoir un centre qui tienne la route, surtout qu'il y avait déjà des Français là-bas et Ok. du coup, ma fédération m'a mis à l'essai pendant 6 mois et quand ils ont vu que ça marchait, qu'il y avait des résultats, ils ont dit tu peux rester là-bas, ça se passe bien. Trop bien. Et direct le feeling au bout de 3 jours, j'ai senti direct le feeling avec John et Sylvia au bout de 3 jours. J'ai dit tout ce que j'avais à Grenoble, je l'ai aussi ici et je le trouve pas ailleurs en France. Ouais, donc j'étais fait pour être là-bas. Ok. Et ça a pas été une galère pour financer tout ça ou pour justement s'organiser parce que il y a du monde. Au début c'est dur, la fédération nous suit, mais des fois on est beaucoup de patineurs et les budgets peuvent pas tous suivre. Donc quand on est jeune, c'est un peu compliqué. Et moi je sais que j'ai dû faire un prêt à la banque pour financer mes billets d'avion de temps en temps et mes logements et la nourriture et les entraînements. Donc c'est un peu dur quand t'as 18 ans, tu toques à la banque et tu dis bonjour, il me faut un prêt pour faire du sport. La banquière, elle te regarde, elle te dit mais oui, bien sûr, on va te prêter de l'argent. Et j'ai de la chance d'avoir à ce moment-là une banque qui, quand je leur ai expliqué mon projet, qu'on dit oui, on mise sur toi, la banque va t'aider. Donc j'ai pu avoir un prêt. Et à partir de ce moment-là, après il y a eu des résultats, donc la fédération a beaucoup plus misé sur moi et là ça a été beaucoup plus facile d'avoir des aides. Il n'y a pas d'autres sponsors, c'est que la fédération. Là j'ai pas de sponsor actuellement, j'en recherche parce que du coup pour donner un coup de pouce à ma saison, même si la fédération me suit à 100%, ils sont là pour me financer et m'aider parce que moi je touche pas de salaire, hein. Donc c'est un peu dur des fois, mais les résultats de compétition peuvent nous donner de l'argent, la fédération nous aide. C'est des primes, Alors oui, on a des primes, on a des aides personnalisées. Ouais. Donc moi je touche un peu d'argent pour financer mes entraînements, mon logement, les déplacements. J'ai de la chance, c'est ma fédération qui prend normalement à 99,9% les déplacements aux États-Unis. Ouais. Là par exemple, je retourne en France une semaine là début juin, mais du coup je quitte ma zone d'entraînement justement juste pour une semaine de vacances. C'est pas eux qui vont me financer mon billet d'avion. Mais vu que j'ai pas de salaire, ça un peu compliqué. Donc souvent on a des spectacles pour toucher un peu d'argent, des trucs comme ça, mais du coup quand on a un sponsor, ça rajoute du beurre dans les épinards. Et ça c'est vraiment pas négligeable parce que des fois c'est un peu compliqué et vraiment si on veut faire du haut niveau, malheureusement faut avoir de l'argent et des financements et mais j'ai de la chance d'être aidé, j'ai le CNOSF, l'ANS, j'ai la fédération, j'ai la région, j'ai mon club et là j'ai des gens autour de moi qui m'aident et c'est du bien, mais j'avoue un petit sponsor en plus ça peut être genre des fois pas mal. Ouais non, puis en plus c'est des fois quand c'est très institutionnel, c'est dur à comprendre, tu vois, d'où qui
qui file vraiment un coup de main, comment pour le grand public, c'est un peu dur de comprendre tout ça. Même moi, des fois, je comprends pas tout ce qui se passe autour de moi. Donc, mais oui. Ouais, ok. En tout cas, merci pour ta transparence et partager un peu tout ça. Ça fait déjà 1h23 qu'on est ensemble. Dis donc, c'est vrai. Passe vite. Ça passe vite. Ouais, c'est passé vite. 1h23 que j'ai appuyé sur play, hein, donc ça fait encore plus de temps qu'on est ensemble. Je t'ai même pas posé la question que je pose normalement pour commencer. C'est quel est ton premier souvenir de sport? Comment est-ce que t'es tombé toi dans le patinage artistique? Ah là, c'est une histoire. J'espère que vous avez 1h20 de plus pour pour nous écouter. Non, quand j'étais petit, mes parents étaient fans de hockey sur glace. J'avais une fille dans ma classe qui faisait du patinage artistique en loisir. Du coup, j'avais déjà un rapport avec la patinoire qui était déjà ancré depuis que j'étais jeune. Du coup, un jour, j'ai accompagné mes parents à un match de hockey et la patinoire de Grenoble, comme elle est formée, quand on rentre, on a une aréna sur la gauche avec des sièges pour les matchs de hockey et on a une piste ludique sur la droite qui est toute vitrée. Donc, quand on rentre, on voit directement les entraînements de patinage artistique et moi, j'ai vu ça direct. Et je suis tombé genre in love. Et puis mon ami qui me parlait tout le temps patin me disait que c'était trop cool, je devrais y aller. Le seul mot que je connaissais, du coup, c'était de mes parents. C'était le patinage ou le hockey. Donc, quand j'ai dit à mes parents la patinoire, je leur ai dit je veux faire de la patinoire. Donc ils se sont dit il est venu au match de hockey, le lendemain il nous dit qu'il veut faire du patin. Ah bah il veut faire du hockey, c'est sûr. Du coup ils m'ont inscrit au hockey, ça a pas du tout marché, même le coach de hockey a dit votre fils n'est pas du tout fait pour les sports de glace. Il fait que de pleurer sur glace, il sait pas patiner, il fait que de tomber, ça va pas du tout. Et en sortant de cette séance catastrophique, en passant devant la grande baie vitrée, j'ai pointé du doigt à mes parents, j'ai dit c'est ça que je veux faire, le hockey des filles, parce que j'avais pas le mot patinage artistique, et il y avait que des filles sur glace, et pour moi le seul mot sur glace c'est hockey, donc j'ai dit je veux faire le hockey des filles là-bas, et du coup mes parents ont dit bon on va essayer, je me suis inscrit, et depuis j'ai jamais quitté le patinage artistique. Ok. Oh c'est une belle histoire. Donc voilà. Ok. C'est une très 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 belle histoire, et c'est... Ouais t'as toujours patiné après ça. Oui. Ok. Quand j'étais petit, j'ai fait un petit peu de judo en parallèle parce que j'avais envie de faire plein d'activités, mais j'ai pas trop accroché. J'ai fait un peu de gym et de twirling après quand j'étais adolescent parce que j'ai fait du twirling bâton. Parce qu'après j'étais déscolarisé, je faisais cours par correspondance, donc j'avais pas d'amis et à part le patin, quand ça n'allait pas au patin, il y a tout qui n'allait pas, donc j'avais besoin d'une activité extérieure. Ouais. Donc je faisais du duo avec une autre fille, on rigolait bien, c'était mon moment détente à moi. Et voilà. Ok. T'as un peu, est-ce que t'as l'impression d'avoir pris un peu une revanche sur la vie? Tu vois, t'as eu une adolescence pas facile, ou en tout cas où t'as eu du mal à trouver ta place, ton identité? Oui, j'ai été déscolarisé aussi, pas pour le patinage cette fois, mais déscolarisé complètement parce que je subissais du harcèlement à l'école et c'était très compliqué par rapport au patinage. C'était les premières insultes que je recevais, espèce de tafiole, c'est un sport pédé, mais ça m'a touché vlan direct et là ça a été très dur, donc déscolarisé. Et ça montre que tu vois les gens connaissent très mal ton sport aussi, tu vois. Toi tu me disais ouais c'est une image, l'homme doit être très macho, très masculin, oui. Culture des pays de l'Est et tout, et des jeunes ados, tu vois, un peu débiles qui peuvent te dire ouais c'est un sport. Et finalement le patinage a pas été si facile pour moi, même si c'est je pense plus facile pour m'accepter parce que c'est un monde aussi qui est ouvert d'esprit, mais du coup comme j'ai dit, vu que les hommes doivent être très machos et les femmes très féminines, bah du coup il y a j'appelle ça l'hétérospirit qui s'est installé et que du coup bah les autres hétéros recevaient des insultes en disant c'est un sport de pédé. Ouais. Et du coup ils étaient là bah non hein, c'est pas un sport pour les pédés, faut être fort, et du coup ils comparaient le fait d'être pédé à être faible. Ouais, et du coup j'appelle ça un hétérospirit qui s'est engagé là, parce que moi aussi hein, si on m'écoute quand j'avais 10 ans, bah non hein, c'est pas un sport de pédé hein. Tu le disais? Ah oui, j'ai dit ça quand j'étais petit hein. Alors que dans ma tête j'étais là ah ouais oupsie. Peut-être donc du coup oui il y a ça qui s'est mis dedans, parce que du coup ça veut dire qu'être homosexuel bah c'était une insulte, c'était être faible. Du coup bah les garçons voulaient se défendre contre ça, donc du coup bah c'était aussi dur parce que du coup il fallait prouver qu'il y avait pas que des homosexuels dans le patinage artistique, donc c'était aussi pas facile hein. Ouais bien sûr. Mais écoute, moi je trouve que c'est une belle revanche sur la vie. Bah merci, oui,
Ouais, quand j'étais jeune, j'étais très vif, très souriant, mais j'étais quand même un peu soupolé, un peu effacé, un peu dans mon coin. Et maintenant, j'arrive à être solaire, à m'exprimer, à avoir envie des choses, à avoir des objectifs et rigoler, m'intéresser, parce que quand j'ai fait, comme j'ai dit entre guillemets, mon coming out, bah là, ça y est, même les gens autour de moi m'ont dit, mais tu t'intéresses, t'es curieux, tu nous parles, tu nous as jamais parlé de la vie. Genre tous mes concurrents en France, il y en a certains, je les connais depuis que j'ai 7 ans. Et c'est qu'à 23 ans que j'ai commencé à leur parler. Enfin, à 21 ans à peu près. Et là, après le documentaire, je suis encore plus intéressé, encore plus vivant, encore plus curieux. L'envie de découverte et tout, donc. Ça y est, je suis là, quoi. Ton émancipation, quoi. Voilà. Genre, je suis présent sur Terre, ça y est, je suis quelqu'un. Ouais. Et t'acceptes le petit Kevin qui était beaucoup plus timide, beaucoup plus renfermé. Oui, je l'accepte parce qu'il faut être patient. Il faut être patient avec soi-même aussi. Je lui en veux pas parce que je le comprends et je sais par quoi on est passé. Bien sûr. Et maintenant, j'espère qu'il est fier, quoi. Ah, cool. La toute dernière question que je pose, c'est de savoir quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler de tout, de rien, de sport, sur un format un peu similaire à celui-là. Il faut que j'aille voir Guillaume et Gabriella parce que ils sont très bien pour les interviews, ils sont drôles, ils sont souriants, ils sont top et ouais. Je sais pas si t'as fait Maë, Bérénice. Non, pas du tout. Elle a plein de choses à dire, c'est une personne que j'admire énormément. C'est une personne qui m'a fait grandir. J'ai eu des hauts et des bas avec elle parce que c'est souvent qu'on s'est pris la tête parce qu'on est deux caractères très forts et on s'est entraînés en Floride tous les deux. Donc des fois ça marchait pas du tout, on s'est pris la tête. Mais c'est une personne que j'admire parce qu'elle se bat, elle travaille, elle veut aller chercher les choses, elle est là depuis longtemps, mais elle prouve qu'elle est encore là, quoi. C'est Maë, je pense que c'est une personne que j'admire le plus là. Ok. Bon bah écoute, trop cool. Je me le suis noté. Écoute, c'était trop bien. J'ai passé un bête de moment, Kevin. Merci. Moi, ça, que toi très aussi. Très content. On a pu digresser, partir un peu dans tous les sens, mais aussi parler de sujets hyper intéressants, hyper profonds. Donc c'est cool d'avoir ton point de vue et de pouvoir les creuser. Le micro, hein. Mais écoute, de rien. Et tu vois, et mine de rien, tu vois, c'est bête, mais tu vois, un reportage. Donc tu as le reportage. Vous êtes 6. Au final, le reportage dure 1 heure. Donc tu vois, au final, ça fait quoi? Vous avez 5-10 minutes de temps de parole, tu vois, concrètement. Et alors que l'interview, elle a pas duré 5-10 minutes. Hein. Ouais, elle en est plus, longue. moi, elle était dure comparée aux autres. Parce que il y en a un, il a fait ça dans la piscine, l'autre sur le stade de foot, il y en a une dans le gymnase. Ah, moi, c'était dans la glace, il faisait froid. Je me rappelle, on était là sur nos petites chaises au milieu de la glace, j'avais mon manteau. Au bout d'1 heure, ça allait, mais après, je commençais à grelotter. Il fallait faire des pauses presque toutes les 30 minutes parce que je claquais des dents, ça s'entendait. Même les caméras, la batterie des micros lâchait parce qu'il faisait trop froid, donc c'était dur. Hein. Ah bah tu me raconteras le backstage, mais en tout cas, moi j'avais effectivement l'envie d'aller un petit peu plus loin et de comprendre aussi, tu vois, peut-être de manière un peu plus détaillée, tu vois, ce que ton point de vue et comment est-ce que tu l'évoluais et pourquoi tu faisais tout ça. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps et de m'avoir accordé ce privilège. C'était trop bien, merci. Merci à toi. Ciao. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!